Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Communauté engagée, le podcast qui te révèle les secrets d'une communauté engagée. Je suis Pascal Roby et aujourd'hui, encore un épisode un petit peu particulier parce que c'est une interview cette fois-ci que j'ai déjà publiée également sur Universal Builders. Mais cette fois, tu vas découvrir comment je suis tombé dans la marmite de la communauté, tout simplement par l'interview de mon mentor en communauté qui s'appelle Jean-Michel Cornu. Et je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter cette interview, je te dis à tout de suite. Si tu es sur le web, si tu es entrepreneur, le mot communauté, il revient régulièrement. Oui, c'est important de monter sa communauté. Oui, enfin, la communauté, c'est l'avenir. Ok, mais c'est quoi une communauté? Pour ça, j'ai invité mon formateur en communauté, celui avec qui je me forme depuis quelques mois. C'est Jean-Michel Cornu. Salut Jean-Michel, comment tu vas? Salut, très très bien, impeccable. Et je suis Alors heureux d'être Jean-Michel, avec toi. moi aussi. Alors Jean-Michel, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Alors moi, je suis un spécialiste de l'innovation, mais aussi de la coopération de l'intelligence collective. Donc je me suis intéressé pas simplement aux innovations technologiques, mais aux innovations d'usage, et puis même après des innovations sociales et des innovations d'organisation, comme mettre en place des communautés, par exemple. Voilà, justement, on va en parler. Mais d'abord, comme j'aime bien le faire, dans ce podcast, j'aime bien remonter aux racines, puisqu'avant ça s'appelait Universal Builder, ça s'appelle les racines de la créativité. J'aime bien remonter aux racines et la première question que j'ai envie de te poser par rapport aux racines de la créativité, c'est celle-ci. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance? Oula, le premier souvenir, ça fait très loin. Euh, On Surtout que dira pas j'avais ton qu'un âge. certain âge. On Voilà, dira pas oui. ton Donc, âge, voilà. oh, je suis presque tout jeune, mais quelquefois 20 ans quand même. Euh, et donc, en fait, mon premier souvenir, tiens, c'est une bonne idée, ça. Je crois que, ça c'est marrant, je me souviens d'avoir organisé pour mes parents, mes frères et sœurs, des projections. Alors, j'avais dû mettre des petits trucs de projection que j'avais, etc., pour commencer à organiser des rencontres dans la famille. Voilà, je m'étais amusé à organiser tout ça. Alors c'était très au départ organisé, c'est-à-dire que moi je faisais les choses et puis après ils venaient assister. Mais voilà, c'était peut-être d'ailleurs un petit peu des prémices déjà de coopération, je ne sais pas. Ouais, justement, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Alors, moi, ce que j'aimais bien, c'était faire plein de choses avec les autres, inventer des trucs, même éventuellement faire des bêtises avec les autres, mais c'était voilà, pouvoir s'amuser, faire des choses. En fait, moi, j'étais souvent soit un peu devant le groupe, hein, donc un peu leader, ou alors un petit peu à côté, par exemple, pour essayer d'inventer des trucs plutôt très très différents de ce que faisaient les autres. Donc voilà, je me suis toujours un peu mis dans le, pas forcément à l'intérieur complètement du groupe, mais plutôt soit pour pousser dans des nouvelles choses, soit pour l'organiser quand je pouvais, ou voilà, des choses très Mmh, très différentes. ouais et est-ce que tu te souviens de tes rêves d'enfant? Oula. Je me souviens d'un rêve où j'étais le roi des pommes de terre. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était tellement étonnant que je me rappelle encore. Mais sinon, non, je me souviens pas vraiment beaucoup de rêves, à part des quelques rares rêves absolument géniaux qu'on doit tous avoir une fois ou deux dans sa vie où on s'envole. Ça, c'est juste génial. Mais sinon, non, tiens, c'est marrant. Je me souviens pas forcément de rêves d'enfant, non. OK. Écoute, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit bond dans le temps D'accord. et là, on va arriver aux études et justement, toi, donc en regardant un petit peu ta fiche Wikipédia, j'ai vu que la première chose que tu as fait, c'est des études en électronique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études dans l'électronique? Alors au début, c'était un cadeau de mes parents pour Noël. Là. Ils m'ont offert un petit jeu un peu comme des Lego, mais en électronique pour pouvoir, avec une petite plaque, commencer à faire plein de choses. Et puis, ben, ça m'a vraiment passionné. Et après, ben, justement, je devais avoir un autre jeu que je pouvais acheter moi-même. J'avais cassé ma tirelire, tout ça, pour fabriquer les premiers ordinateurs. Alors, ordinateurs, à l'époque, il n'y avait pas encore les micro-ordinateurs, il y avait des microprocesseurs. Donc, c'était
Il y avait un clavier hexadécimal, mais déjà, c'était la grande révolution, on commençait à faire des choses. Et malheureusement, la boîte, elle a coulé, donc elle est partie avec mon argent, mais je n'ai jamais pu avoir les choses. Et donc, cette frustration, elle m'a donné vraiment envie de développer des tas de choses. Donc, j'ai vu qu'il y avait une formation en ingénieur en électronique et informatique. Enfin, même si à l'époque, l'informatique, c'était un peu différent de la micro-informatique. Il y avait le tout début, en fait, des premiers micro-ordinateurs. Et puis surtout, ça me permettait d'avoir un petit peu de temps à côté, parce que à côté, je faisais beaucoup de spectacles, des choses comme ça. Donc, il y a toujours une sorte de double vie, en fait, d'un côté, de bon consultant, après avoir fait mes études, et puis d'un autre côté, de faire des tas de spectacles, des choses un peu étonnantes. OK, donc ouais, donc en fait, tu avais la double vie de super-héros. Ça, c'est génial. Moi, j'adore C'est un j'a peu ça, j'adore voilà, oui. j'adore ce genre de concept et donc tu as dit qu'apparemment tu avais c'est quoi? Tu avais lancé une boîte justement dans l'électronique, enfin, c'est Oui, à la fin de mes études, donc à l'époque, on partait pas avant la fin des études comme maintenant, mais donc j'avais attendu bien sagement d'avoir mon diplôme. Et puis après, je suis parti. Alors à l'époque, il y avait encore on faisait encore l'armée, j'étais scientifique du contingent, donc j'ai passé un an en Algérie pour former les gens en électricité, en électronique, hein, c'était des futurs marins. Et puis en rentrant, en fait, alors c'est rigolo parce que j'avais des amis, j'avais fait mon stage chez des amis qui étaient un peu fous furieux, qui avaient monté un truc avec un mot qui n'existait pas à l'époque, c'était une start-up. Donc ils avaient fait des ordinateurs 8 bits. Et on s'était dit, à mon retour, eh bien, on va monter une nouvelle boîte et on va faire des ordinateurs 32 bits. Donc là, c'était encore plus que c'était le début des ordinateurs IBM PC, mais il fallait faire encore mieux, c'est-à-dire les 32 bits, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui dans nos processeurs. Et donc, du coup, ce qui était assez rigolo pour la petite anecdote, c'est que je suis rentré rapatrié sanitaire parce que j'avais eu une infection pulmonaire, donc personne ne savait que j'étais rentré. Dans l'hôpital, eh bien, j'avais commencé à tapisser parce que les murs avec des tas de plans, etc. Enfin, il y avait des bouquins partout parce qu'on était en train de préparer à monter la boîte et j'avais fait le mur pour aller voir les gens de la boîte et le lundi matin, quand je suis arrivé, il y a le médecin qui arrivait dans ma chambre. Et là, je lui ai frappé l'épaule sur l'épaule derrière en disant ouais, voilà, je suis là, quoi. Donc voilà. Mais j'avais fait le mur pour commencer à préparer notre boîte qui s'appelait Micrinfo Électronique. OK et ça a duré combien de temps cette expérience? Alors ça a duré à peu près 2 ans et après on s'est fait casser la figure parce que évidemment nous on est arrivé en culotte courte sur un terrain de jeu un peu international, donc nous on s'amusait comme petit fou, on faisait des tas de choses, etc. Mais on n'avait pas compris on commençait à gêner un peu du monde. Et donc du coup alors on nous avait proposé quand même des beaux locaux à Miami même, donc voilà, j'aurais pu partir aux États-Unis, puis bon, on a dit non, non, allez, on est gaulois, on reste là. Et puis en plus moi j'avais plein d'amis ici, donc je n'avais pas du tout envie de partir. Et du coup, bah voilà, faire les choses en France, c'était déjà pas facile à l'époque, quoi. Mmh. Alors, juste avant de continuer, tu nous as parlé de spectacles, en fait, par rapport à ta double vie. C'était quoi, en fait, ces spectacles voilà, auxquels tu participais? Alors là, tu touches peut-être du doigt quelque chose où justement, c'est un peu les prémices de tout ça, puisque moi, ce que j'adorais, c'était prendre des gens qui n'avaient jamais fait de spectacle et puis les transformer en magiciens, en danseurs, en acrobates, etc. Donc, c'était des spectacles où souvent, j'aimais bien, par exemple, avoir un grand thème avec des personnes comme ça, et puis des tas de tableaux, un petit peu comme on a avec Robert Hossein ou des choses comme ça. Donc, ça, c'était un peu mon inspiration. Et puis, du coup, j'avais fait plein de spectacles d'une part de monter, mais après aussi, j'ai travaillé pendant mes études, justement, je travaillais l'été en village vacances famille, et donc j'étais animateur, et évidemment, alors là, j'ai commencé à développer plein de spectacles. Toutes les semaines, j'organisais un spectacle différent. Au lieu d'en faire le même tous les 15 jours, parce que les gens venaient à peu près 15 jours, je crois que j'en ai jamais fait 2 fois un de ma vie pareil. Et puis, des fois, ça s'est terminé, mais avec des fois des spectacles avec 70 personnes, enfin des choses assez incroyables. Et c'était assez fabuleux de voir des personnes comme voilà qui n'avaient pas forcément fait de choses importantes et qui à un moment donné sur scène pouvaient se révéler, faisaient des acrobaties sur échelle, faisaient de l'illusion ou des choses absolument incroyables, quoi. Ah, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à l'improvisation, en fait. Ouais, il y a cette forme d'improvisation qu'on retrouve, en fait, dans ce que tu Oui, partages. oui, oui, alors il y a beaucoup. Par exemple, les numéros étaient très répétés, évidemment, mais le spectacle lui-même, il y avait une trame, on savait à peu près en gros où on allait. Il y avait un petit groupe qui représentait vraiment les personnages principaux. Et puis après, on avait entre les deux, par exemple, à un moment donné, s'il y avait un méchant qui arrivait, on se battait au sabre, ça se finissait avec une caisse au sabre ou des choses comme ça, par exemple.
Et donc, il y avait des choses qui étaient évidemment bien répétées, mais il y avait plein d'aspects qui étaient complètement improvisés. Et donc, ça a fait des choses assez marrantes des fois, enfin vraiment des grands moments d'anthologie. Ah On ne s'attendait bah, pas du tout à ce qui se passait. ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que tu vois, hier, j'ai regardé une vidéo de Gustave Parking, justement, lui qui est vraiment dans l'improvisation. Et c'est Ouais, marrant, tu vois, ça me fait beaucoup penser à ça. Donc, tu vois, et tu vois, je soupçonnais pas en fait ce côté artistique. Donc, voilà, et ouais. c'est quelque chose que tu as, voilà, que tu réussi à conserver au fil du temps, voilà, cet aspect artistique. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas réussi à faire des. Bon, après, la vie m'a emporté sur plein de choses pour faire d'activités, plein de choses. Mais du coup, j'ai fait beaucoup moins de grands spectacles là-dedans, tels que j'aimais les faire. J'aimerais bien en refaire un jour. Je crois que j'avais fait. Ah oui, ça faisait déjà un petit bout de temps que je n'avais pas fait de grands spectacles comme ça. Et, et donc, autant, bon, je fais encore un peu de musique, des choses comme ça, mais le spectacle. L'improvisation, oui, parce que j'ai l'impression que chaque fois que j'anime un séminaire, etc., en gros, d'une certaine manière, je fais un spectacle. Mais là, c'est plutôt un one-man show que des grands spectacles comme avant, quoi, on va dire. Ouais, je comprends, mais de toute façon, on va y revenir un peu plus tard dans l'interview. Mm. Alors justement, donc, on a parlé donc de l'aspect artistique, surtout de ta boîte. Euh, qu'est-ce que, moi, c'est vrai que je te connais par rapport à l'aspect communauté. Comment elle arrive, cette notion de communauté dans ta vie? Alors, en fait, c'est intéressant parce que je travaillais donc après la sortie, après la fin de ma société, je me suis mis comme consultant. Et donc, je travaillais principalement, par exemple, beaucoup sur la normalisation, par exemple, les systèmes d'information. Je m'occupais donc à l'époque, il y avait Unix, donc il y a une norme POSIX. Hein, d'ailleurs, j'avais même un peu engueulé Linus Torvald qui faisait Linux pour que justement ils puissent être à la norme parce que Microsoft faisait des Microsoft des MS-DOS à la norme et donc mais qui étaient bidons et qui permettait d'avoir les marchés publics et Linux ne l'avait pas. Donc en fait, voilà, je faisais plein de choses et puis je travaillais aussi avec la Commission européenne, avec plein de choses comme ça. Donc c'est-à-dire que j'étais dans une association autour d'Unix par exemple et dedans il y avait un gars de la Commission, on a bien sympathisé et j'avais fait mon premier bouquin que je n'ai jamais sorti. J'avais oublié que ça se publiait un bouquin et donc il a fait partie des relecteurs avec quelques autres amis. Et puis bah, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la Commission européenne. Et la Commission européenne, on a vu que, bah, outre les aspects un peu techniques, tout ça, je m'intéressais un peu aux personnes. Et donc, on m'a demandé à un moment donné, il y avait un projet de monter ce qu'on appelait le ICT Partnership. Alors, le ICT Partnership, c'était quoi? C'était prendre toutes les associations européennes et les regrouper ensemble pour qu'elles coopèrent. Donc, il y avait un paquet. Et donc, à l'époque, c'était beaucoup aussi. Alors, il y avait des vieilles associations, c'est-à-dire qu'il y avait des vieilles associations qui avaient complètement planté toutes leurs associations nationales, puisqu'une association européenne, c'est des associations avec des groupes nationaux. Et donc, il y avait beaucoup de temps libre et donc qui faisaient plein de choses. Et puis, d'autres qui marchaient bien et du coup, ils n'avaient pas beaucoup de temps de participer. Et là, c'était intéressant parce que j'ai essayé de faire ça bah, comme j'avais essayé d'apprendre avec les spectacles, c'est-à-dire d'animer les choses, etc. Et puis le truc, c'était que bah, quand on se retrouvait à Bruxelles, je sais pas, trois, quatre fois par an, bah, là, tout le monde bossait. Puis après, on disait, bah, tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et puis tout le monde partait et plus personne ne foutait rien, quoi. Alors, il y avait les débuts de l'Internet quand même un tout petit peu, mais on avait du mal encore à utiliser ces choses. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que j'ai dû faire une note de fax absolument gigantesque au Danemark, parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas de mail. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait une liste mail et pour certains, ça arrivait par mail et d'autres, c'était envoyé par fax directement depuis Copenhague. Et donc, je ne sais pas combien j'ai fait de coups pour cette organisation du Danemark. Mais voilà. Et donc, au départ, on n'avait pas beaucoup d'outils. Donc, quand on n'avait pas beaucoup de moyens d'échanger à distance, ben, tout se passait bien quand on était ensemble. Et puis, tout s'arrêtait quand on n'était plus ensemble. Mais voilà. Et donc, c'est sur cette partie-là et cette frustration, je dirais que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la coopération. Ok. Et justement, c'est à partir de là que tu as commencé. Donc là, c'est surtout à l'aspect coopération. Ouais, donc là, Oui. c'est pas tant le mot communauté, mais c'est vrai que c'est l'aspect coopération. Et alors, justement, euh, le mot communauté, enfin, ouais, cet aspect communauté, euh, comment ça arrive? Parce que j'imagine que là, à partir des expériences que tu as eues, tu as pu tirer certaines leçons, on va dire, en intelligence collective. De se dire, OK, bon, il se passe ça, voilà. Quand on est ensemble, ça va, mais quand on se voit plus, en fait, bon, ben, il se passe plus rien. Mais en fait, Mhm. la notion de communauté, en fait, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a Alors, derrière, en fait?
Alors, elle avait quand même commencé à cette époque-là, puisque en fait, c'était déjà une communauté d'associations Mhm. européennes, par exemple. À côté de ça, comme j'avais ma double vie, alors là, à ce moment-là, je faisais un peu moins de spectacles, mais j'avais monté des télévisions participatives. Donc, des télévisions participatives, c'est des télévisions faites par les gens eux-mêmes, dans les quartiers, dans les villages, etc. Et puis, comme c'était un peu rigolo, on avait essayé d'inventer, c'était tout début d'Internet, donc la possibilité d'échanger des vidéos entre nous en passant par un truc qui s'appelait Internet au début. Et donc, on avait commencé à faire un tas de choses. Et là, ça a Au bien niveau marché. chronologie, ouais, au niveau chronologie, c'est quelles Alors années à là, peu près? on se situe dans les années 95, 80 et 2000 à peu près, hein, donc Ok. dans ce moment-là. Donc moi, j'ai commencé vraiment ma vie de consultant dans les années 90, donc plus au niveau européen et international. Et puis après, bon, bah, j'ai développé donc Vidéon, qui est une association dont j'ai pris la présidence à un moment donné. Et là, il y avait une communauté, non seulement, donc il y avait l'association, donc une association, c'est souvent une communauté plus une organisation, on va dire. Et puis, il y avait aussi une communauté, j'allais dire, déjà des associations. Donc, il y avait une sorte de fédération des associations avec lequel, qui faisait de la télévision participative, avec lequel on participait, on échangeait. Donc, du coup, il y avait cette expérience-là qui était un peu je dirais, dans le côté associatif. Là, ça marchait pas trop mal, mais alors ça m'a pris un temps complètement gigantesque pour arriver à faire marcher parce qu'on ramait derrière. Il y avait le côté ICT Partnership, donc association d'associations européennes, où là, ça marchait uniquement quand on était là. Et puis, à un moment donné, bah, c'était le début du logiciel libre, etc., des choses comme ça. Et la commission m'avait demandé, c'était l'Internet, donc il y avait la fête de l'Internet en France, et m'avait demandé d'organiser la fête de l'Internet mondiale. Donc, on avait appelé ça l'Internet Fiesta, parce qu'il y avait un mot en anglais et un mot en espagnol, comme ça, et que tout le monde comprenait. Donc, tout le monde comprend Fiesta, tout le monde, enfin, à l'époque, à peu près comprenait Internet. Et là, évidemment, on avait une particularité par rapport à la fête de l'Internet française, c'est qu'on avait un budget égal à zéro. Donc, on avait une toute petite équipe de 3 personnes et là, en fait, bah, on s'est dit, tiens, on peut pas fonctionner de façon classique, donc on va tout casser. Donc finalement, la difficulté nous a poussé à faire un truc qui était tout simple, c'était de trouver dans les pays des gens. Alors grâce à la commission, on avait aussi pas mal de contacts un peu partout, mais finalement même dans le monde entier, et pour arriver à ce que les gens organisent des événements. Et nous, ce qu'on faisait simplement, c'était bah, mettre en valeur ce que faisaient les gens. Donc là, du coup, on commence à voir apparaître des prémices d'une communauté un peu différente où au lieu de faire, eh bien, on permet aux gens de faire eux-mêmes et on aide à mettre en valeur tout ce qui se passe. Donc, on avait fait un site international sur lequel il y avait tous les événements du monde entier. On avait fait aussi un petit plugin de manière, enfin à l'époque, on n'utilisait pas le mot plugin, mais un petit plugin pour que les gens sur leur propre site, ils pouvaient rentrer leurs événements et voir leurs événements. Donc, du coup, ils avaient leur sorte de base de données, mais comme elle était mariée avec la base de données mondiale, eh bien, on avait des événements partout. Et on a fait une première année, puis la deuxième année, il y avait déjà 70 pays, 15 langues de travail, c'est devenu une folie totale, simplement en utilisant les logiciels libres. Et donc, je me suis dit, ah là, ça marchait super bien, mais alors vraiment à très peu d'efforts, parce que moi, je travaillais à côté. Donc, je travaillais, j'avais vidéo en plus pour l'association à côté, donc j'avais pas beaucoup de temps pour faire ça. Et là, ça a marché, je dirais, du tonnerre de Dieu, parce que bah, chacun avait envie de développer des événements, chacun avait envie d'aider dans son propre pays à faire des événements. Et donc, finalement, j'avais 3 exemples très différents de communautés. Un exemple d'association européenne où ça marchait moyennement. Un exemple de télévision participative qu'on faisait alors dans les squats en plus, c'est ça. J'osais pas le dire à l'époque parce que un bon consultant effectivement va pas faire. Et on avait fait, on avait inventé quand même, on avait fait plein de choses. Hein. On avait inventé YouTube et les licences Creative Commons parce que pour pouvoir échanger simplement. Et donc on avait fait plein de choses, etc. Et puis, on avait aussi, et puis, il y avait cet aspect de l'Internet Fiesta qui est là où en prenant un peu exemple sur le logiciel libre, ça avait super marché. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi il y avait des choses qui marchaient, pourquoi des choses qui marchaient pas. Et là, ça a été les prémices. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre ça, je vais prendre tout ce que je connais aussi, le logiciel libre, les standards d'Internet avec un organisme qui s'appelle l'IETF, mais qui fonctionne complètement différemment des organismes de normalisation qui mettent 7 ans, qui sont très lourds, etc., et qui marchent très, très bien. Et donc, on voyait bien déjà que quand on faisait les choses différemment, ça marchait mieux. Alors, j'ai commencé à essayer de rassembler tout ça. J'ai commencé à écrire un bouquin et là, bof, parce que il y avait, en fait, c'était une sorte de recette de cuisine, comme tout le monde essayait de faire à l'époque. Il y avait quelques recettes de cuisine pour qu'est-ce qui marcherait bien en coopération, etc.
Et je sentais bien qu'il y avait plein de choses, mais que c'était pas dans le bon ordre. Alors, ce qui s'est passé, et là, pour la petite histoire, c'était amusant, avec mon assistant de l'époque, euh, Manu, on a découpé physiquement le livre, donc enfin, le manuscrit, et dans des grands panneaux dans mon jardin, on a essayé de réordonner ça pendant 3 jours quand même. Il n'a pas plu, heureusement. Et à la fin, eh ben, on est arrivé à un ordre qui permettait de commencer à donner du sens. Et cet ordre, je te le donne en mille, ben, c'était exactement l'ordre inverse dans lequel j'avais écrit les choses. Et pour la première fois, on commençait à avoir ce que j'avais appelé les grandes lois de la coopération pour arriver à développer une communauté. Alors du coup, c'était génial. J'ai commencé à essayer de comprendre un peu mieux, à voir comment ça s'appliquait dans d'autres domaines, etc., etc. Et puis, bah, j'avais fait ça pour moi. Donc, comme d'habitude, pour ce livre-là aussi, bah, il y avait Internet, donc je l'avais mis sur mon blog, mais je n'avais pas pensé à le publier parce que voilà, je n'avais même pas imaginé qu'un livre, ça se publiait. Et puis, bah, j'ai découvert par la suite qu'il y avait des conseils généraux qui l'avaient diffusé à toutes les personnes, mais comme ils ne pouvaient pas l'acheter, ils l'avaient imprimé sur du papier en tête du conseil général ou des choses comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'un peu a commencé cette aventure de la coopération avec ce bouquin qui s'appelait La coopération nouvelles approches, qui n'est toujours pas publié, mais qui est disponible gratuitement sur mon site. Donc, voilà, et qui m'a permis de commencer à comprendre les prémices de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens ils puissent travailler ensemble et que malgré tout, ce que je ne savais pas à l'époque, c'était que la base de la base, c'est que de toute manière, personne n'a le temps. Et donc, la vraie base, c'est comment on anime des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps. Et là, on commençait à voir les petites choses. Donc voilà, là, ça a été le point de départ, j'allais dire, de tout ça. Et Ouais, pour la c'est petite super. histoire encore, oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, non, non, il n'y a pas de souci. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que il se trouve que donc moi, j'ai écrit un livre sur la créativité. Et ce que tu as partagé en fait dans ton expérience, c'est exactement, il y a un principe que j'explique qui s'appelle la créativité de survie. Créativité de survie, c'est quoi? Ouais, C'est eh oui, c'est quand tu arrives sur une île déserte et à un moment donné, tu sais absolument pas ce qui se passe. Tu dis: «Attends, là, on est en mode survie, l'avion, il vient de se crasher». Tu vois, je prends souvent Lost, le premier épisode de Lost où l'avion, il s'écrase et en fait, tu te dis: ouais, «OK, qu'est-ce qui se passe?» Tu dois faire l'état des lieux, tu te dis: «OK, qu'est-ce que je voilà, c'est quoi cette île? Quelles sont les ressources et qu'est-ce qu'on va avoir besoin?» Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir réagir. Et en fait, la créativité de survie, c'est exactement ça. J'appelle ça définir le territoire enfin le terrain de jeu dans lequel on va jouer. Et c'est ouais, exactement ce qui s'est exactement. passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est tu as défini le terrain de jeu dans lequel tu étais, donc à savoir, bon, on a zéro budget. Donc déjà, ça va être Ouais, compliqué. On a zéro budget pour faire l'Internet Fiesta. Mais voilà, par contre, en ressources, bon, bah, on a plein de contacts voilà, dans plein de pays et on va voir ce qu'on peut faire. Et donc derrière, beh, tu as utilisé ce que j'appelle l'autre pilier, puisqu'il y en a trois, c'est la créativité d'expression de soi, avec les ressources qu'on a, avec nos talents. OK, ouais. qu'est-ce qu'on Mhm. peut faire différent? Et il y a eu des échanges en fait entre bah, nos idées et puis bah, la réalité terrain. Et cette rencontre entre créativité de survie et expression de soi, ça donne l'inventivité. L'inventivité, c'est quoi? Ouais, C'est à partir du moment où une idée parle à une personne de plus que moi, elle devient inventive. Et plus il y a de personnes qui rentrent dans la boucle, bah, plus elle devient inventive. Et mhm. l'inventivité, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le psychologue américain Mihaly Csikszentmihalyi, auteur du livre Ah oui, Le vivre Flow. en particulier, voilà, le flow, Voilà, absolument. Ouais. exactement, Flow ou la créativité. Justement, il avait aussi écrit un bouquin sur la créativité. Et alors, mais tout ce que tu as partagé, mais Mhm. on est exactement là-dedans. On est exactement là-dedans. Et donc, ces trois piliers-là, bon, c'est des piliers que j'ai identifiés dans mon livre Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Et on les Ouais, retrouve bah, à chaque fois. C'est chaque fois qu'il y a une question de créativité. Bon, Steve Jobs il dit c'est important de connect the dots, donc c'est-à-dire on va connecter les points. Et ça, c'est mhm. cool quand tu es super clair en fait sur le terrain de jeu dans lequel tu es et quand tu es conscient si tes talents. La technique de connect the dots, c'est vraiment au départ, en fait, quand tu pars de zéro. Mais si tu as conscience en fait de tes talents, de tes forces, de tes facilités, aussi de tes faiblesses, c'est aussi important de les connaître et du Ouais. terrain de jeu et donc des limites qu'il va y avoir, bah, ça va être beaucoup plus intéressant pour créer quelque chose de nouveau. Et là, en fait, tout ce que tu Ouais. partages, bah, c'est exactement une super illustration.
Alors, du coup, après, il va y avoir une étape supplémentaire parce que, du coup, cette inventivité, elle marchait. Donc, on commençait à avoir des trucs où, en général, la plupart des gens montent des communautés, montent des groupes et au bout de quelques mois ou quelques années, ben, tout s'essouffle et tout s'arrête. Donc, ça, c'est le truc assez habituel et encore plus maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux où on peut faire des grandes communautés immédiatement de 2000 personnes et à la fin, ben, quand on regarde, il y a plus grand monde quand même qui parle, même si on a l'impression d'avoir beaucoup de messages, en fait, quand on compte le nombre de personnes, etc. Et donc, il y a eu une étape d'après. L'étape d'après, c'était l'appropriation. Donc, on passe de l'inventivité à l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est de l'inventivité, exactement le terme que tu utilises, et puis l'appropriation par les personnes. Alors, il y a une différence entre comment, l'adoption et l'appropriation. Est-ce que tu vois la différence? Tiens, et puis j'en profite pour que tes auditeurs essayent de trouver en même temps. L'adoption et l'appropriation. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que moi, je repense à Mihaly Csikszentmihalyi, justement, dans ce bouquin sur la créativité. Il explique que une idée, une idée quand elle est inventive, il parle aussi de consommation de l'idée. Et je me demande si c'est dans Mhm. l'esprit d'appropriation, il n'y a pas en fait la consommation en tout cas, de l'idée, enfin de la communauté, en tout cas, c'est-à-dire que je deviens acteur ou consommateur de la communauté. Justement, il y a peut-être une différence entre consommateur et acteur. Allez, j'ai pas été très sympa avec toi, j'ai utilisé des mots, je vais utiliser les verbes. On a adopter ou s'approprier. Ah, ok, mais Là, s'approprier, on commence à ouais. voir évidemment que là, on va adopter quelque chose, mais Hmm. bon, on nous pousse à adopter quelque chose, hein, et puis on va s'approprier, c'est-à-dire que tu peux pas me faire adopter quelque chose, tu peux m'aider à ce que je m'approprie quelque chose. Et donc, il y avait cette idée-là. Et alors au départ, il y avait quelques personnes, comme je disais, qui commençaient à lire le livre, etc. Mais il n'y avait pas grand monde. Et donc, en fait, c'était à l'époque, en plus, l'intelligence collective, on n'en parlait pas. Donc, c'était ne dites pas à ma mère que je travaille sur la coopération. Elle croit que je suis consultant en informatique. Et donc, voilà. Par contre, il y a des choses sur lesquelles les gens ont commencé à s'approprier un petit peu. C'était ce que nous a permis la coopération, en particulier dans Vidéon. Donc, Vidéon, c'était des télévisions participatives, mais on avait mis en place un réseau des télévisions participatives avec des échanges de vidéos, une licence, ce qu'on appelait la licence publique multimédia, mais qui était les prémices aujourd'hui des médias libres comme la Creative Commons, et puis une sorte de plateforme où il y avait, on pouvait à la fois télécharger l'élément et le regarder en streaming, donc deux versions pour aller à faire tout ça. Et puis, ben, ça, c'était comme ma vie cachée, mais une fois, lors d'un colloque sur l'informatique, donc habituel, où j'allais, enfin, plus exactement sur Internet, c'était les rencontres d'Autran pour les plus vieux de tes auditeurs qui peuvent peut-être se rappeler de ces moments-là. Et il y avait, j'en avais un peu marre de raconter toujours la même chose sur Internet, etc. Donc, j'ai raconté l'expérience de ce qu'on avait fait dans notre petit squat dans un coin, sur les télévisions, etc. Parce que je trouvais ça rigolo. Puis il y a un gars qui est venu me voir après, il m'a dit, bon, écoute, je suis journaliste, je peux t'interviewer. Alors, j'avais l'habitude à l'époque de Zéro Informatique, enfin de tous les médias habituels. Je lui dis, OK, d'accord, on peut faire ça maintenant. Il me dit, non, 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 je vais venir chez toi. Ah, putain, merde, il va me prendre 2 heures de ma vie. Et il m'a pas pris 2 heures, ça a pris 7 heures l'interview. Avec une séance photo dans le squat là, et j'avais pas compris que c'était un journaliste de Libération et pas d'une revue spécialisée. Et le week-end, il y avait une plage complète, la double vie d'un expert du net. Donc ma double vie était foutue. Là, cette fois, le héros était des baskets, si tu reprends l'exemple du héros que tu disais tout à l'heure. Mais du coup, c'était assez marrant parce que il m'avait dit, tu vas avoir un petit problème parce qu'à l'époque, il y avait quand même les journalistes n'avaient pas beaucoup de temps de trouver des choses nouvelles. Donc, à part l'AFP, Le Parisien et Libération à l'époque, eh bien, personne ne faisait des choses. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, là, ben, d'abord, il y a une envolée médiatique à un point mais absolument incroyable. C'est-à-dire que j'ai été interviewé alors, par la radio portugaise, par à peu près tous les médias, radio, télé, etc. J'ai eu une équipe de télévision de la Commission européenne qui m'a suivi pendant une semaine pour faire la journée de Jean-Michel Cornu. Bref, un truc de fou. Moi, je ne savais plus du tout où j'habitais. Du coup, ça a permis aux gens de commencer à s'approprier non pas la coopération, mais les résultats qu'on avait obtenus avec certains aspects là-dedans. Et puis, bah, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est bien, mais quand on est très médiatisé comme ça, je me suis rendu compte que je disais exactement les mêmes mots à l'Humanité et au Figaro.
Tellement ça s'était figé. Alors, j'arrive pas à me rappeler exactement si je m'en suis rendu compte tout seul ou si j'ai un ami qui m'a donné un grand coup de pied dans les fesses en me disant, bon, tu commences à devenir complètement stupide. Et bon, mais malgré tout, je me suis réveillé. Je suis pas sûr que ça soit simplement grâce à moi, mais peut-être aussi, je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, bah, bon, moi, j'aurais dit, bon, bah, écoutez, bon, je vous rappellerai quand j'aurai quelque chose de nouveau à vous raconter. Et puis, j'ai renvoyé tout le monde. Donc après, j'ai fait toujours quelques émissions, radio, télé, trucs, ou journaux, etc. Mais de façon beaucoup, beaucoup plus raisonnable, quelques-uns par an, pas plus. Et donc, du coup, ça m'a permis de continuer. Mais à l'époque, donc, du coup, déjà, les gens se sont appropriés cet ancêtre de YouTube, on va dire. Alors, ça veut dire qu'on est en France, hein, c'est-à-dire que j'ai jamais eu un zéro financement. D'ailleurs, j'avais compris dans ma société avant, de ma start-up, que de toute manière, pour financer quelque chose en France, c'était compliqué. Donc, j'avais arrêté même de chercher de l'argent. Là, j'avais fait carrément bénévolement dans mon association. C'était juste rigolo. Mais en même temps, bah voilà, ça avait pris. Et en même temps, ça m'a montré que ce qu'on avait trouvé pour faire coopérer les gens et créer des choses ensemble, bah, ça marchait. Mais pas encore que il y ait une appropriation. Donc, il n'y avait pas encore une appropriation sur la coopération, sur la mise en place de communautés, etc. Hmm. Alors, justement, euh, bon, avant d'arriver typiquement à communauté, moi, je t'ai découvert il y a quelques mois grâce à Elliot Meunier. Mais, Oui, mais entre ma découverte avec Elliot Meunier et ce que tu faisais là justement où tu as été découvert médiatiquement, il s'est passé des trucs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que s'est-il passé justement entre ce moment où moi je te découvre et puis ouais. là où on en était, où tu exploses médiatiquement, où tu dis, bon là, c'est bon, j'ai explosé médiatiquement, mais on va se calmer un petit peu. Il s'est passé quoi pendant ce laps de temps? Alors, eh ben justement, il y a commencé à y avoir de l'appropriation par des associations. Alors, je pense en particulier à Tela Botanica. Il y a une association, mais il y a aussi une communauté. Donc, les deux sont bien distincts, d'ailleurs, comme j'enseigne. Et où, effectivement, Daniel Mathieu avait utilisé, entre autres, bah, toutes mes méthodes, tout ce qu'il avait vu là-dedans. Donc, ça a été un des premiers fans, j'allais dire. Et puis, bah, dans cette association, donc, où il y a maintenant, je crois que c'est 70 000 personnes, mais je me fais gronder à chaque fois parce que c'est un peu plus à chaque fois parce que j'en oublie quelques-uns, mais bon, j'en étais resté là, mais disons pas mal de monde. Eh bien, ça a commencé à bien marcher. Donc, c'est des experts en botanique, mais aussi du grand public qui se passionne pour les plantes. Et ce qui était intéressant, c'est que on s'est rendu compte que ça permettait vraiment aussi de produire des choses. Là, on avait inventé YouTube à quelques-uns, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est que il y avait personne qui était capable sur les plantes de faire une taxonomie, c'est-à-dire une classification complète des plantes. Ça coûtait trop cher. Et eux, ils l'ont fait en 2 ans gratuitement, enfin, avec juste des bénévoles, et ça a marché très bien. Donc, en fait, un peu comme dans l'Internet Fiesta, c'est pas l'argent qui faisait les choses, mais la communauté qui permettait de faire émerger des résultats quand on arrivait à la coordonner. Alors, dedans, il y avait un petit groupe qui s'appelait Outils Réseau, qui est devenu une association à part entière qui était là pour développer des outils pour Tela Botanica. Et donc, ils ont développé des wikis en particulier, YesWiki, donc qui est maintenant très connu. Et outils réseau, ben évidemment, je ne pas m'en rapprocher. Euh, et donc, en fait, petit à petit, eh bien, c'est devenu une sorte de noyau où il y a pas mal de choses qui sont faites. Ils ont lancé aussi eux-mêmes des formations sur les aspects de coopération. Donc, moins de communauté, mais vraiment comment on coopère entre les différentes personnes. Du coup, il y avait un gars, Michel Briand, aussi qui à Brest, lui avait commencé à travailler, il était élu, a travaillé avec les habitants pour qu'ils écrivent ensemble, donc il faisait pas mal de choses, qui s'est aussi mis dans la boucle. Il a lancé le forum des usages coopératifs, et donc du coup il y a une sorte de petit à petit d'appropriation qui s'est faite, de boule de neige, autour de ce que j'ai appelé l'écosystème francophone en fait de la coopération. Donc en fait des gens qui s'intéressaient, alors, beaucoup au départ beaucoup sur mes domaines, mais après il y a plein de choses qui ont été inventées. Ça s'est propagé. J'ai aidé à monter des Fab Labs et d'autres, alors en France, mais aussi au Québec. Et on a développé aussi des choses en Afrique, donc dans beaucoup de milieux francophones, jusqu'en Chine, où on n'imagine pas que dans un pays aussi immense, eh bien, il y avait un groupe de 4500 francophones, par exemple. Donc même simplement en francophone, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient. Et donc petit à petit, là, on a commencé à développer vraiment des tas de choses, des savoir-faire nouveaux aussi. Donc plein de gens ont commencé à développer ça. Il y a eu
Là, sur Outil Réseau, Laurent Marceau donc, avait lancé ces formations après, qui existent toujours. Et puis après, un projet européen avec à la fois des Belges et puis des Catalans, qui est Cooptique, qui a permis de développer ça, etc. Donc finalement, il y a une sorte de corpus qui s'est développé autour de tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, moi, j'avais monté aussi à côté une autre association. Alors, entre-temps, j'avais été directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui était plus donc mon côté, j'allais dire, innovation pure, en fait, là-dedans. Et puis après, ben, Imagination for People, on avait monté ça. C'était une association internationale où là, le but, il était plutôt sur l'innovation sociale. Et là, je faisais la jonction entre mon métier dans l'innovation sociale dans ce cas-là, et puis les aspects de coopération, puisqu'il y avait des groupes dans le monde entier. Et ça m'a permis de travailler avec pas mal de gens dans le monde. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait trois grands piliers, en fait, trois grands endroits où s'étaient développées des choses et qui ne se causaient pas. Il y avait le monde anglophone, et le monde anglophone, ils étaient très forts pour arriver à développer des mesures de la coopération. C'est-à-dire que là, j'avais travaillé avec le MIT, avec l'Open University, qui faisait des choses extraordinaires. Et donc, ils arrivaient, ils reprenaient Wikipédia, et simplement, même avec les fonctionnements, les enregistrements, les différents effacements dans le wiki, etc., simplement avec les stats du wiki, eh bien, ils arrivaient à avoir les articles de bonne qualité et de moins bonne qualité. Alors, c'est intéressant parce que Wikipédia, par exemple, qui s'était développé aussi dans ces années 2000, là, on est dans la période 2000. Donc, moi, j'avais maintenant des méthodes reproductibles pour travailler entre 100 et quelques milliers de personnes. Et puis, ben, on commence à voir émerger d'autres groupes qui, justement, sans faire exprès, eh bien, un peu comme ceux qui étaient à quelques centaines dans les années 90, eh bien, à travailler à 10 000, 100 000 et plus, Wikipédia, les colibris en France, etc. Et Wikipédia, en fait, ben, il faisait finalement, ce qui était intéressant, c'est que les études ont montré que de façon collaborative, on pouvait faire une encyclopédie d'aussi bonne qualité que l'encyclopédie Britannica, c'est-à-dire qu'il y avait autant d'erreurs à peu près quand on mesurait les erreurs quelque chose fait par les experts. Mais avec une différence, c'est que justement, avec ces outils des anglophones, eh bien, on savait où étaient les erreurs, enfin, ou du moins quels étaient les articles les plus faibles. Donc, d'une certaine manière, l'intelligence collective, là, on commence à parler d'intelligence collective, a développé, c'est comment, a permis de développer effectivement des choses très, très intéressantes. Mais finalement, ça a permis aussi de montrer que si c'est aussi bien que les experts, l'avantage, c'est qu'on pouvait identifier où les endroits étaient plus faibles et où ils étaient plus forts, alors que dans un encyclopédie, on ne sait pas où sont les erreurs, en général. Et puis sur le monde hispanophone, c'était intéressant parce que eux, ils ont été très forts, par contre, pour mettre en place des groupes, mais des groupes très militants. Donc Podemos, etc. Donc ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires. À la sortie d'une bouche de métro, avec 200 personnes et puis des animateurs bien bien placés, eh bien il faut un véritable débat citoyen improvisé. Enfin, c'est vraiment de très très bonne qualité. Et nous, finalement, dans le monde francophone, eh bien, on a développé quelque chose qui était plutôt pour les gens qui n'étaient pas forcément militants. Donc des gens qui avaient envie de faire des choses à sa part, mais qui n'allaient pas sacrifier leur famille, leur boulot, etc., pour faire du militantisme. Donc dans un monde moins militant. Donc finalement, ces trois grands piliers, en fait, se parlent encore pas suffisamment. J'aimerais beaucoup aider à développer tout ça, mais on voit que chacun a trouvé des pistes de solutions sur les communautés militantes, les communautés non militantes, et sur la mesure des communautés, d'une certaine manière. Et donc chacun a des très très grandes forces là-dessus, et ça, c'était intéressant. Alors là, on arrive à peu près dans les années 2000, donc on est toujours dans les années 2000, et dans les années 2000, comme j'étais à la Fondation Internet Nouvelle Génération et que j'étais censé travailler sur l'innovation, les usages de l'innovation technologique, donc évidemment, j'ai monté un groupe sur l'intelligence collective parce que je trouvais ça rigolo. Et là, alors c'est intéressant, il y avait donc Pierre Lévy dedans, Pierre Lévy, c'est le philosophe français qui a inventé le mot intelligence collective. Donc c'est vraiment le papa, on pourrait dire, de l'intelligence collective, à tel point d'ailleurs que lui, il a fait mieux que moi, parce qu'en fait, il n'est pas resté en France, maintenant il est au Canada. Mais on avait monté avec 130 personnes, eh bien, un groupe d'intelligence collective. Et puis, on essayait de comprendre un petit peu, parce que dedans, il y avait des gens, alors il y avait des gens qui étaient des sommités, qui avaient trouvé des tas de choses, etc. Il y avait des praticiens, par contre, qui avaient les mains dans le cambouis tous les jours. Donc, c'était extrêmement varié. Et on a fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que on a essayé de partager nos connaissances. Et alors, il y en a un qui disait, ouais, mais non, il faut faire comme ça. Et puis l'autre qui disait, non, non, il faut faire comme ça. Et moi, j'avais décidé que chaque fois que les gens n'étaient pas d'accord, je prenais les deux. Donc, on mettait tout ensemble. Et petit à petit, alors ça nous a pris 2 ans la première fois, eh bien, on est arrivé à reprendre la substance systémique moelle et à faire à peu près 12 facettes
donc de la coopération, les 12 choses qu'il faut pour arriver à coopérer. Et une fois qu'on est arrivé à ça, donc on est arrivé à un document en gros d'une douzaine de pages, quoi, pratiquement, alors que ça faisait 2 ans qu'on travaillait, mais c'était pour la première fois, on avait tous les points de vue qui étaient réunis parce que justement, on n'avait exclu aucun. Eh bien, on a tout jeté, on l'a mis à la poubelle et on l'a transformé par des questions. C'est-à-dire qu'en fait, c'était beaucoup plus intéressant parce que un expert, il a rien à dire sur ta communauté, il connaît pas ton contexte. Par contre, il peut te poser les bonnes questions. Et quand les questions sont bien posées, eh ben, c'est toi qui va pouvoir savoir, naturellement, tu vas avoir les bonnes réponses, toi ou ton groupe. Et donc, on a fait un premier questionnaire qui a été vraiment une base aussi pour arriver à développer la coopération dans les groupes. Donc ça, on arrive à peu près aux années 2010. Et 2010, eh ben, comme on était passé de savoir coopérer, alors quand on coopère, il y a deux façons, hein. Il y a une façon en étoile, il y a un gars qui fait coopérer, un community manager, un leader ou ce que tu veux. Bon, mais ça nous intéressait pas beaucoup. Et ou alors, eh bien, c'est vraiment en réseau, donc holoptique, pour reprendre un terme de Jean-François Noubel que tu connais maintenant parce que tu es dans ma formation. Et donc, en fait, ces groupes en réseau, eh bien, eux, jusque dans les années 2000, on savait les faire jusqu'à 12. Euh, alors, il y avait quelques rares exceptions parce que au football, au basket, etc., on est moins de 12. Au rugby, on arrive à 13 ou 15, mais il y a une petite triche quand même, c'est un truc intéressant, c'est que la plupart des actions sont comme un seul homme. Donc le pack, la mêlée, etc. Et donc, en fait, si moi je suis joueur, j'ai besoin de comprendre moins de 12 actions. Et donc, on a découvert comme ça que, en gros, les groupes en réseau, eh bien, ils étaient limités à 12 pour les humains. Pour les extraterrestres, je ne sais pas, mais pour les humains, c'est 12. Et pour les animaux les plus avancés, c'est à peu près 3. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à 3. 2, c'est la symbiose. 3, on arrive dans certains animaux. Et il y a éventuellement quelques dauphins qui arrivent à faire 3 groupes de 3. Donc là, mais c'est le grand maximum. Et donc, ça veut dire qu'en gros, jusque dans les années 2000, eh bien, enfin, jusqu'au début des années 2000, on ne savait pas faire un groupe à plus que 12, mais certains y avaient réussi parce qu'ils avaient fait tout l'inverse. C'est le cas de logiciel libre, c'est le cas de ce qu'on avait fait sur l'Eternitiesta, etc. Dans les années 2000 à 2010, donc celle que je viens de raconter, eh ben, finalement, on avait vraiment une base pour travailler sur les groupes à partir de 100 jusqu'à quelques milliers. 2, 3, 4, 5 000, ça marchait bien. Et puis, il y a des groupes qui ont émergé sans faire exprès non plus, sans que ça soit reproductible. Bah, c'était les Colibris, c'était Wikipédia, c'était Tela Botanica, etc., etc. Et donc, dans les années 2010, eh bien, l'objectif, c'était de comprendre ça. Et donc, de comprendre comment on passait à l'échelle. Et déjà, on était passé à l'échelle dans les années 2000 en faisant non pas une communauté, mais une communauté d'ateliers. Donc, il y avait 3 niveaux, les participants, les ateliers, très très fluides, hein, ce n'est pas toujours les mêmes, etc., qui participent, et la communauté de tout ça. Eh bien, en 2010, on a commencé à monter des écosystèmes de communautés, d'ateliers, de personnes. Donc en fait, on commençait à avoir 4 niveaux. Et là, ben, on a commencé à avoir des groupes de 10 000 jusqu'à quelques centaines de milliers. Donc typiquement, ce qu'on sait faire avec Tela Botanica, avec les colibris, etc. Et là, ça marchait bien, même en réseau. Et donc vraiment, dans les années 2010, s'est développé ces projets-là. On a commencé à comprendre comment ça marchait, comment on pouvait faire en sorte de faire un écosystème qui ne soit pas simplement centralisé, mais simplement avec une simple communauté des animateurs de communauté, en gros, ou des facilitateurs de communauté. Et donc, finalement, eh bien, les années 2010 à 2020 nous ont permis de commencer à comprendre, à passer à l'échelle le système, et puis à l'améliorer petit à petit. C'est-à-dire que là, pas mal de choses dans le bouquin de 2000, la coopération de nouvelles approches, eh bien, ont été améliorées petit à petit. Et donc là, j'ai fait un livre qui s'appelait, tiens, j'ai oublié son nom, bref, un nouveau livre qui, lui, a été publié quand même, mais qui est aussi gratuit sur Internet. Donc, c'était le deal avec l'éditeur, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup aux médias libres, justement, pour pouvoir propager les aspects. Et donc, finalement, eh bien, ça a permis de commencer à avoir des bonnes bases pour monter notre communauté et pour ceux qui avaient besoin d'aller plus loin, des écosystèmes de communauté. Et donc là, on arrive à peu près dans les années 2020, donc Covid, etc. Mais évidemment, l'objectif, il est de se dire, bah, est-ce qu'on pourrait passer maintenant au million? Enfin, entre le million et une dizaine de millions. Alors, le million, ça serait extrêmement intéressant parce que c'est déjà la taille d'une région. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des fonctionnements politiques en réseau, sachant qu'à l'époque, il y a eu il y avait deux positions sur la politique. Il y avait celle de Rousseau qui était de dire il faut faire tout en réseau.
Et puis celle de, ça y est, j'ai oublié son nom, de Tocqueville, qui lui disait, ben non, on va avoir des représentants, représentants du peuple, etc. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, Tocqueville a gagné. Et même Rousseau disait que son système il était super, mais qu'il ne savait pas le faire, parce que aujourd'hui, même une vraie démocratie en réseau, telle qu'on avait à Athènes, il n'y avait pas grand monde quand même, parce qu'il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait pas les étrangers. Donc, finalement, on savait toujours faire que avec des tout petits groupes en réseau. Et là, on commence à savoir faire des choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est entre 2020 et 2030, si on réussit notre pari, on saura peut-être faire des groupes d'1 million avec peut-être des mises en réseau d'écosystèmes, de communautés, d'ateliers, de personnes. Voilà, ça commence à faire pas mal de niveaux, mais on a ce qu'on appelle, ce que les anthropologues appellent des groupes multiniveaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas faire un groupe de 100 personnes comme ça, on a besoin de niveaux intermédiaires, sinon on va avoir une foule. Et une foule, ben, ça réagit de façon automatique, mais pas forcément avec de l'intelligence collective. Donc, on a besoin de marges d'escalier, et c'est ces marges d'escalier qu'on essaie de mettre. Donc là, ça, c'est le grand enjeu. Et donc, à l'époque, j'avais monté, comme j'avais commencé à essayer d'être consultant aussi sur les communautés, pour monter des communautés un peu partout, j'avais été aux quatre coins du monde pour monter des communautés, et ça s'est terminé évidemment en burn-out parce que j'en avais fait un peu trop. Et donc, c'est là où je commençais à décider de former les gens pour que ça soit eux-mêmes qui le fassent. Donc, c'était plus moi qui bossais, et en plus, tout le monde était content, donc moi aussi. Et j'avais monté Animation Pro, qui était une formation, ma première formation, donc vraiment pour cette fois commencer à passer la main, etc. Cette formation, elle avait deux types de cibles, des très grosses sociétés qui voulaient faire de la, de la mise en réseau des communautés internes, des communautés transversales, comme on les appelle, puisqu'on a dans une grande organisation, on a une hiérarchie qui gère très bien les contraintes. Et il faut pouvoir faire des communautés transversales qui vont très bien gérer les opportunités. Et puis, d'autres personnes aussi qui veulent changer le monde. Donc, ça, c'est génial. J'avais commencé à monter ma chaîne YouTube, etc. Et donc, c'est très bien pour eux. Mais évidemment, par contre, c'est pas eux qui me faisaient vivre. Donc, c'était un peu compliqué. Et j'étais en train de me poser un peu des questions, me disant, mais bon, le problème, c'est que les grosses boîtes, c'est bien, mais c'est 6 mois de négociation, c'est assez long pour avoir. Après, ça marche, on en a pour un an, mais si on en a deux, ça fait presque trop. Et puis, si on a zéro, ça fait pas assez. Et puis, ben, pour les autres, bah, c'est bien, mais bon, le nombre de personnes qui achetaient une formation était un peu difficile. Et j'en étais arrivé au point où je me disais, il faudrait que je travaille plutôt avec les petites organisations, en particulier les formateurs, en ligne, les gens comme ça. Donc, finalement, les gens comme moi, quoi, c'est-à-dire les toutes petites structures. Et quand j'ai fait ça, eh bien, moi, j'avais pris une formation chez un gars qui s'appelle Elliot Meunier parce que en parallèle, j'avais envie d'écrire un bouquin. Alors, c'était mon 10e bouquin. Mais j'étais parti sur un pari un peu fou, c'était de faire un bouquin en 10 ans. C'est-à-dire un bouquin. Alors, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui nous manque. On a plein de solutions pour arriver à vivre ensemble et à vivre avec la nature, et on n'y arrive pas. Pourtant, sur Imagination for People, on avait recensé des projets inimaginables, des trucs absolument super, qui réconciliaient l'économie et l'écologie, enfin, bref, des trucs géniaux. Et on n'y arrive toujours pas. Donc, en fait, je me dis, il faut chercher ça, et ça, je ne vais pas le trouver en un an, comme un bouquin qu'on fait en général. Donc, je me suis lancé dans un bouquin de 10 ans. Et évidemment, très rapidement, bah, la façon de travailler, de mettre dans un traitement de texte quelques idées, de commencer à les structurer, etc., ça ne suffisait pas. Alors petit à petit, j'ai la chance d'avoir mon filleul qui fait une thèse, donc il m'a proposé les outils des thésards. Eux, ils font ça en 2-3 ans, donc c'est un peu plus sophistiqué. Ça ne suffisait pas. Et j'ai découvert effectivement le second cerveau, les méthodes Zettelkasten avec Elliot. Et donc je me suis précipité pour prendre son cours. Et ça tombait évidemment au moment où lui s'est dit, bah, tiens, je vais monter une communauté dans mon groupe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté, bah, comme la plupart du temps, monter une communauté, c'est je prends un réseau social, là c'était Telegram, et moi je sais qu'effectivement, dans ce cas-là, j'ai vu pas mal de fois que bah, en général, ça se casse la figure entre 3 et 6 mois. Alors je me suis dit, quand même, Elliot, il est bon, il est vraiment très bon. Il a plein de gens qui le suivent, qui sont plutôt des dynamiques, qui sont beaucoup d'entrepreneurs aussi, etc. Donc, il a toutes les faits sur le berceau, donc il devrait se casser la figure en 6 mois et non pas en 3 mois. Alors, je me suis amusé pendant que j'étais dans cette communauté-là, puisque j'en faisais partie. Donc, à la main, j'ai commencé à faire les statistiques. Et au bout de 8-9 mois, donc j'avais mes jolies statistiques. Et j'en ai profité pour faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je n'avais pas révélé à l'époque quand même que c'était Elliot, tout ça. Et puis, je lui envoie à Elliot et je lui dis, bah,
tiens, écoute, j'en ai profité pour faire une petite mesure de ta communauté parce que j'ai envie de développer des communautés pour les gens qui sont infopreneurs, donc pour les gens qui font des formations en ligne principalement. Et donc là, il a été un peu stupide, un peu ahuri, je dirais, et il m'a dit, ah oui, mais c'est super, tu pourrais m'aider à faire la communauté. Alors je lui ai dit, bah ouais, si tu veux. Ah bah on pourrait faire ça. Alors je lui ai dit, ah non, là, il y a un problème, c'est qu'on est en juillet, et moi, je pars en vacances. Là, donc, moi, les vacances, c'est sacré, je ne fais rien. Il m'a dit, ouais, non, mais c'est pas comment on va le faire maintenant. Alors, du coup, alors, sa communauté est quand même pas mal parce qu'on a commencé à monter les premiers ateliers parce que le premier secret, on peut dire à tes auditeurs, c'est que pour qu'une communauté marche bien, eh bien, il faut qu'il y ait des moments synchrones, donc des ateliers, que ce soit en visio ou en présentiel, ça n'a pas d'importance, mais des moments où on est ensemble et pas simplement des moments où on est asynchrone parce que moi, je suis dans plein de communautés, toi aussi, on est tous dans 10, 20 communautés, même si on ne sait pas. Et donc, en fait, sinon, ça ne marche pas. Et donc, j'ai animé un premier atelier, puis en disant, bah, écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer plus, vous avez vécu, maintenant, débrouillez-vous. Et puis, je suis parti en vacances, je suis revenu, la communauté marchait toute seule, ça marchait bien, etc. Et donc, Elliot m'a dit, non, mais attends, ta formation, tu vas pas la faire dans ton coin, on va la faire ensemble. Et c'est comme ça que, du coup, on a commencé à s'associer avec Elliot et pour arriver, moi, je suis arrivé grâce au Second Cerveau, et puis finalement, eh bien, j'ai pu l'aider à monter sa communauté. Donc voilà le passage entre jusqu'à ce moment où tu es monté la formation Atomic Community. Et c'est comme ça que moi je t'ai découvert, parce que bah, il se trouve que Ouais. j'avais interviewé Elliot. Je fais partie des premières personnes à avoir interviewé Elliot en 2020, je crois que c'est 2020 ou 2021. Mhm. Et donc bah, moi je connais Elliot depuis en fait qu'il a émergé, parce que en fait c'était Mhm. le premier créateur de contenu à parler du second. Enfin, c'était pas le premier à parler du second cerveau en français, parce que je connaissais donc Mhm. notamment quelqu'un qui s'appelle Damien P, mais qui est suisse, qui en parlait déjà. D'accord. Mais c'était le premier qui faisait des vidéos sur YouTube en français. C'était un des premiers qui en faisait. Et c'est Ouais. comme ça, Ouais. voilà. Et il m'a enfin, moi, je me suis beaucoup inspiré en fait de ses découvertes, dans ce qu'il a fait. Et j'ai fait, bon, bah, j'ai décidé d'interviewer, donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Et au final, bon, bah, j'ai continué un petit peu à suivre de loin Elliot. Et c'est comme ça que je t'ai découvert, quoi. Et donc, je me Mhm. suis lancé dans cette aventure des communautés parce que justement, euh, comme tu l'as dit, et je pense que c'est le cas de la plupart de nos auditeurs, on fait tous partie de communautés Mhm. Ouais. et on se dit à un moment donné, putain, ouais, je vois aussi que j'aimerais bien avoir ma propre communauté. Et moi, la question que j'ai envie de poser, parce que on parle de communauté quand même depuis un moment, mais moi, j'aime bien poser des questions idiotes. Et la question Ah, idiote que j'ai envie de te poser, je vois c'est, ta fois ça. bah, c'est quoi une communauté? Ah, non, c'est une excellente question en fait, parce que d'abord on parle de communautarisme, etc. Donc on ne sait plus très bien. Non, une communauté, c'est très simple. C'est un groupe de personnes qui s'entraident et qui montent en compétences collectivement. Point final. Donc dedans, il peut y avoir des choses qui vont produire, mais le but d'une communauté, elle n'est pas de produire. Les ateliers dans une communauté peuvent produire, mais la communauté, elle est là juste pour que des personnes s'entraident, ça pas toutes seules. Et puis ben, surtout, en plus, dans les formations, évidemment, montent en compétences collectivement, mais on apprend tous ensemble là-dedans. Finalement, c'est juste ces deux points-là. Mais ça soulève un point d'ailleurs intéressant, c'est que là, je disais communauté, ouais, mais alors du coup, certains me disent, ah oui, mais c'est du communautarisme. La collaboration, aïe, ben, c'est compliqué comme mot, parce que au moment de l'Allemagne nazie, il y avait les collaborateurs. Alors on pourrait dire coopération, mais quand on voit comment on a fait la coopération en Afrique, ben, c'était pas top, etc. Bref, il y a plein de mots. C'est un point assez étonnant. Plein de mots qui sont importants pour la coopération qui ont été détournés vers d'autres choses. Donc une communauté, c'est pas des gens qui restent entre eux. Il peut y avoir des communautés ouvertes, hein, et moi je prône évidemment les communautés qui seraient pas des communautés qui restent entre elles, mais au contraire ouvertes sur les autres, pour que justement elles puissent s'enrichir et ne se rabougrissent pas là-dedans. Donc le communautarisme, c'est des communautés fermées, et puis les communautés ouvertes, eh bien ça permet non seulement de pouvoir s'entraider, de monter en compétences, mais aussi de s'entraider entre communautés, de s'inspirer, etc. Et donc d'où l'intérêt de faire partie de plusieurs communautés. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que tu l'as très bien dit aussi bah, pendant que tu l'expliquais, c'est que tu peux en fait regrouper des gens. Ça ne veut pas dire que ça forme une communauté. Tu l'as dit très bien, c'est tu peux Mmh. réunir des gens ensemble, mais au final, c'est juste une foule. Et réunir une foule, euh, il y a un mec qui s'appelle Gustave Lebon qui a très bien expliqué comment fonctionnait Ouais. une foule. Donc voilà, c'est psychologie des foules. Il a très bien expliqué en fait comment fonctionnait une foule et que bah, en général, tu peux voilà
amener une foule à faire quelque chose, mais il faut jamais oublier qu'une foule va être égale au QI de la personne le plus faible. Donc, si la personne Ouais. qui a un QI de 50, eh ben, toute la foule va être comme la théorie des contraintes, le goulot d'étranglement, elle va se mettre au niveau de ce QI de 50. Eh ben, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que tu as 100 000 personnes qui vont se comporter comme un QI de 50. Alors que là, justement, en communauté, ce qu'on veut, c'est que il y ait de l'interaction. Et tu l'as très bien dit, c'est que les gens, ils montent en compétences. Ils s'entraident et ils montent en compétences. En fait, quand il y a plusieurs personnes, il y a quatre, on va dire, grands types d'organisation. Le premier, c'est ce que j'appelle un carnet d'adresses. Donc, on va pouvoir diffuser une newsletter à des gens qui sont dans mon carnet d'adresses, tout simplement. Et donc, il n'y a pas forcément de lien entre eux. Pas forcément, et où c'est vraiment épisodique. Par exemple, dans un blog, on a un ensemble de personnes qui vont lire ce blog. Il peut y avoir des personnes qui répondent non pas simplement aux commentaires de celui qui a écrit, mais à un commentaire d'un autre commentaire. Mais en général, c'est plutôt pour s'engueuler. Et il y a peu vraiment de collaboration entre les personnes. Ça, c'est le premier stade. Après, il y a ce que j'appellerais un réseau. Par exemple, le réseau des grandes écoles, etc. Je suis dans une grande école. Et là, le but, il n'est pas qu'on fasse ensemble ou qu'on s'entraide, c'est qu'en fait, on ait des contacts deux à deux. Un peu comme le téléphone d'ailleurs, en fait, hein, par rapport à l'Internet, c'est-à-dire que je vais connecter telle personne et elles vont faire des choses. Donc, elles vont faire du business, certaines même se marient parce qu'elles ont trouvé leur conjoint dans ce réseau. Mais là, on va avoir un réseau. Alors, il y a des réseaux professionnels comme les CCI, il y a des réseaux d'écoles, etc. Ensuite, la troisième chose, c'est on commence à avoir un groupe qui va commencer à vivre en tant que groupe, mais en tant que groupe, j'allais dire de façon automatique. Et dans ce cas-là, même les foules, elles n'ont pas forcément l'intelligence du moindre, elles ont une intelligence qui est l'intelligence des foules, indépendamment des personnes. Je ferai ça avec des avatars, des ordinateurs, des IA, etc. Ça sera la même chose. Je fais ça avec des molécules, ça sera la même chose. Et donc, en fait, on va avoir quelque chose où on va fabriquer quelque chose de collectif et non plus simplement d'individuel. Donc ça, c'est nouveau. Mais sur lequel, j'allais dire, les individus ont assez peu d'importance. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'être dans un truc où il y avait, à un moment donné, alors pas forcément de panique, même, d'enthousiasme sur quelque chose, et de me rendre compte que mon niveau de cerveau s'était éteint et que j'avais juste réagi en foule. Et donc, en fait, on ne sort pas comme le meilleur. Bah, Et moi, c'est après, match de foot, hein. Ce niveau-là, moi, c'est match de foot, hein. Moi, c'est où par exemple, voilà. quand je regarde un match, enfin, moi, je suis plutôt, j'aime bien plutôt les sports de combat. Et voilà, à ce moment-là, tu vois, moi, je suis idiot, hein. Moi, mon cerveau, il est éteint et voilà. Mhm. Donc, je vais Voilà. plutôt Et du réagir coup, comme la foule. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lois de fonctionnement des trucs collectifs qui sont vrais sur les animaux, qui sont vrais sur les molécules entre elles, qui sont vrais sur à peu près tout. Et l'influence individuelle, que ce soit un être pensant, que ce soit un animal ou que ce soit une molécule, va être relativement faible. Résultat, s'il y a par exemple un moment donné de panique ou donc d'orientation, eh bien on va avoir un attracteur étrange, comme on le dit en complexité, qui fait qu'à un moment donné, voilà. Donc là, pour la première fois, on a quelque chose de collectif, mais qui ne dépend pas des personnes. Et le quatrième niveau, c'est justement de pouvoir avoir de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui va se passer au niveau collectif, sur lequel les personnes peuvent avoir une influence, mais comme il y a le collectif plus les personnes, eh bien le total va faire plus que la somme des personnes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste la somme des personnes, quand on fait un sondage, comme on a eu le grand sondage, on interroge tout le monde, on va avoir l'intelligence individuelle des personnes, on fait un beau résumé hein, de tout ça, et on a une somme d'intelligence individuelle. Quand on commence à avoir les personnes qui discutent entre elles, ou alors même simplement, même si elles ne peuvent pas totalement discuter entre elles, qui voient le groupe, qui voient l'effet collectif. Je prends un exemple, quand on fait un débat en intelligence collective, on pose une question à des personnes, par exemple, c'était comment développer l'intelligence collective, dans notre tout premier débat en intelligence collective, dans le groupe intelligence collective dont je parlais, au bout de la semaine, on fait une synthèse sous forme de sorte de mind map en fait de tous les aspects. On a essayé de mettre ensemble, de regrouper en fait tout ça. On montre ça et la question d'après, c'est pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'intelligence collective, c'est qu'est-ce qui manque là-dedans. Et là, les gens, au lieu de réagir à leur truc où on défend en général, bah ouais, mon truc c'est le meilleur, etc., on ne pose pas de jugement. C'est-à-dire que le jugement, il va tuer tout ça. Non, on va commencer à dire finalement, qu'est-ce qui manque. Et moi, je vais voir, ah bah tiens, moi j'ai dit ça, mais un autre a dit ça, mais finalement, tiens, pourrait y avoir ça en plus. Donc ça veut dire que mon,
ma façon de réfléchir va s'inspirer des autres et on commence à avoir l'intelligence collective. Et puis au bout de 3 fois, ça commence à devenir intéressant, 4 fois, et puis même, donc on a fait ça sur au bout de 6 ou 7 fois, et on a pu inventer des choses mais que personne n'aurait pu inventer, simplement parce que par l'inspiration de tout le monde, là, on commence à avoir non seulement les personnes individuelles, donc l'intelligence des personnes, plus les phénomènes collectifs, et là, on arrive à l'intelligence collective. Donc ça, c'est le quatrième niveau, et c'est évidemment celui le plus souhaitable pour arriver à faire des choses. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit comment on a essayé de faire des collectifs, on essaie de vivre ensemble collectivement, hein. Alors, on a deux choses pour ça, on a la politique et l'économie. Et dans les deux cas de figure, en fait, on a essayé de faire quelque chose qui était globalement là-dedans. Par exemple, si je prends la politique, on va avoir une politique qui va s'équilibrer avec les avis de différentes personnes, mais les personnes elles-mêmes, on leur demande d'être le plus stupide possible, c'est-à-dire de ne défendre qu'un seul objectif. Donc, je suis de droite, je suis de gauche. Raymond Aron disait, donc ça veut dire être hémiplégique d'ailleurs, au passage, mais toi, où je vais défendre tel aspect ou non, etc. Et donc, on va avoir un système binaire où moi, je vais défendre juste un aspect. Donc, je vais chercher des arguments, et on en trouve, hein, des arguments dans un sens ou des arguments dans un sens, dans l'autre. Et globalement, la démocratie va permettre d'avoir une forme d'équilibre, mais cet équilibre, il est instable parce que chaque personne, au lieu d'être un vrai humain avec plein d'idées, etc., ne défend plus qu'un seul aspect. Donc, devient, je dirais, c'est une assemblée intelligente d'humains stupides, on pourrait presque dire ça, ou stupidifiés, parce qu'ils ne sont pas stupides au départ, hein, tout ça. Et je vais le comparer avec une méthode qu'on utilise en intelligence collective et que j'aime beaucoup, c'est les 6 chapeaux de Godot. On a un groupe et on va essayer de trouver une idée. Alors, plutôt que chacun dise qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, quels sont les arguments, on va prendre tout le monde et on va dire maintenant, quelles sont les opportunités de ce truc-là. Deuxièmement, on reprend tout le même groupe et on va travailler ensemble uniquement sur quels sont les risques. Ah ouais, mais il y a des opportunités. Oui, d'accord, on va y venir après, d'accord, mais pour l'instant, on travaille que sur les risques. Et puis après, on travaille sur ça. Et donc, il y en a 6 chapeaux, il a mis des couleurs. Edouard Baudot, c'est quelqu'un qui a des aspirations très, très intéressantes là-dessus. Et là, on voit finalement qu'on pourrait avoir des choses très intéressantes. Ce qui va dans le sens de Churchill, qui disait la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Ouais, c'est vrai que c'est quand même nettement mieux que les autocraties, tous les systèmes qu'on a, mais finalement, on voit que on a juste une sorte d'équilibre instable entre ceux qui poussent dans un sens et ceux qui poussent dans l'autre. Et l'économie, c'est la même chose. Le vendeur et l'acheteur, ils ont on les a mis dans des positions opposées. L'acheteur, il a intérêt à acheter le moins cher, le vendeur, il a intérêt à vendre le plus cher. Et on arrive à un équilibre global. Donc finalement, il faut pour arriver à vivre ensemble, et c'est une des choses sur lesquelles je travaille dans mon livre, eh bien, il faudra arriver à des systèmes qui fassent de l'intelligence collective, et c'est pas si simple, puisque ça veut dire des niveaux intermédiaires, des choses comme ça, mais on pourrait imaginer aujourd'hui de commencer à développer des démocraties, des économies qui permettent pas simplement de trouver un équilibre en opposant les personnes, mais de trouver un vrai équilibre stable entre les différentes choses. Non, mais c'est passionnant. Enfin, voilà, moi, voilà, ça fait quelques mois que j'écoute Jean-Michel, donc c'est vrai que ça, ça ouvre l'esprit, ça ouvre vraiment l'esprit. Et moi, j'avais une question justement, c'était, tu as beaucoup parlé, voilà, des communautés, on va dire locales, enfin, en tout cas, ou en tout cas, tu voyais régulièrement les acteurs. Tu as parlé un petit peu des communautés en ligne, mais moi, voilà, je fais partie de communautés en ligne et je vois souvent aussi des communautés en ligne et notamment sur Discord, sur Twitch. Je voulais Mhm. savoir si tu avais étudié voilà, ces communautés-là et si tu avais retrouvé des choses récurrentes par rapport à ce que tu avais observé. Mais est-ce qu'il y a aussi des différences par rapport à ce que tu as vécu et donc ce que tu as pu expérimenter? Ouais. Alors, déjà, on va bien distinguer, parce que là, tu opposais communauté locale et communauté sur des réseaux sociaux. On va Exactement. distinguer des communautés locales, ça veut dire elles se réunissent principalement en présentiel et de temps en temps éventuellement à distance, et des communautés thématiques, parce qu'il faut bien quelque chose qui nous lie en fait dans une communauté, Hmm. et une communauté thématique, si elle est assez large, alors si elle est juste au niveau d'un village pour réparer les vélos, par exemple, bon, ça peut se faire en local, mais sinon ça a tendance à se faire en ligne et, euh, et puis, par contre, de temps en temps, on peut se retrouver une fois par an, par exemple, des choses comme ça. Donc, ces communautés thématiques, donc celles-là, eh bien, il y a plusieurs façons de les organiser. Et donc, on a vu que les échanges se faisaient assez souvent en ligne. Et donc, là-dedans, je vais donc distinguer dans ces communautés en ligne des communautés que je vais appeler principalement qui vont faire du synchrone.
Donc du synchrone, c'est on est à distance, mais c'est comme si on faisait une réunion là, parce qu'on va utiliser Zoom, Teams ou ce que tu veux, etc. Et on va discuter ensemble. Et puis le moment où au contraire on va être asynchrone. Asynchrone. Donc, les réseaux sociaux sont très bien basés sur le côté asynchrone. Et puis, tout à l'heure, on va parler un petit peu des chats donc, sur des outils qui sont un petit peu, qui peuvent être un petit peu plus synchrones. Mais en gros, on va avoir des communautés principalement asynchrones. L'hypothèse qu'avaient fait les gens qui ont fait des réseaux sociaux comme Facebook, et puis après on les a retrouvés dans Discord, Telegram ou à peu près dans tout, c'est que comme on n'a pas le temps, et ça c'est effectivement le point de départ, on anime des gens qui n'ont pas le temps et des gens qui n'ont pas le temps. Donc l'idée c'était de dire, bah, à ce moment-là, si on n'a pas le temps, il va falloir faire un synchrone parce que je le lirai quand je voudrais. Ça paraissait une bonne idée. Et puis, alors, ça permettait à ces réseaux sociaux, en plus, de pouvoir capturer le maximum d'informations parce que pour arriver à faire matcher des gens, par exemple, si on veut les faire se rencontrer de façon asynchrone, eh bien, j'ai intérêt à avoir plein d'informations. Ça tombe bien, puisque le modèle économique de ces réseaux sociaux, c'est d'avoir le maximum d'informations, puisque c'est basé sur la pub. Donc finalement, ils avaient trouvé une solution qui convenait bien pour leur modèle économique, mais qui finalement eh bien, fonctionne mal. Et pourquoi? Parce que en fait, si on fait l'hypothèse que tout le monde n'a pas le temps, mais quand même est dans la même communauté, c'est-à-dire a du temps de cerveau disponible, et je distingue le temps et le temps de cerveau disponible, eh ben, si j'ai pas beaucoup de temps de cerveau disponible, moi, est-ce que je vais regarder ta communauté? Est-ce que je vais faire ça des chatons sur Facebook ou mon club sportif ou ma famille ou les trois communautés dans lesquelles je suis dans mon travail parce que j'ai mon équipe, j'ai le réseau de ceci, etc. Eh bien, finalement, eh bien, il y a une compétition là-dedans. Si bien que le système asynchrone, eh bien, il va marcher avec quelques personnes qui vont y mettre du temps, mais c'est ce qu'on appelle les proactifs, c'est-à-dire ceux qui vont prendre les choses. Et on a découvert que, et ça, on connaît ça depuis les années 90, qu'ils sont que 1 à 5%. Donc finalement, ces communautés asynchrones, elles marchent bien pour 1 à 5%. Alors, c'est pas stupide, on peut les faire, mais il faut savoir qu'on les fait pour les 1 à 5% les plus actifs, donc tant mieux. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui anime ou qui facilite une communauté, il a tendance à voir que les gens qui voient. Donc les plus proactifs, éventuellement quelques personnes qui viennent, qui réagissent, qui commentent, etc. Et puis bah, la grande, grande majorité des gens qui observent ou même qui ont carrément oublié qu'ils étaient dans la communauté, ben, on les oublie. Et donc, c'est pour ça que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'essaie de pousser depuis très longtemps, c'était de dire une communauté, même si elle est en ligne, elle doit fonctionner un peu comme les communautés locales, c'est-à-dire aussi par moments où on a des moments synchrones. Et ces moments synchrones, l'avantage, c'est que là, regarde, par exemple, on est en train de discuter, moi je faisais autre chose avant, je ferai autre chose après, toi pareil, mais notre temps de cerveau disponible, il est ensemble. Et là, on est deux, enfin on est deux, on est peut-être beaucoup plus parce qu'il y a tous ceux qui nous écoutent, mais en synchrone, on n'est que deux. Et si on fait une réunion avec 10, 15, 20, un atelier, etc., eh bien, on va avoir du temps de cerveau disponible et là, il va se produire des choses intéressantes. Donc, du coup, je pense que les communautés, moi, au départ, partout, on m'a opposé, ouais, non, mais il faut faire des communautés sur Facebook. Regarde sur Facebook, j'ai 2000 personnes, toi, tu n'en as que 200. Ouais, d'accord, mais les 2000 personnes, ils ne savent même plus qu'ils sont dans la communauté, ils lisent même plus les posts, etc. Et donc, les 2000, donc ça ne sert à rien, effectivement. Et quand on regarde, 1% de 2000, ça fait comme pas beaucoup. Alors oui, d'accord, ça fait 20 personnes à 20% de 2000. Donc c'est génial, parce qu'à 20 personnes, même s'ils écrivent un message par semaine, et souvent ils en écrivent plus, ça en fait beaucoup. Et nous, beaucoup, tu l'as appris dans la formation, c'est dans notre cerveau, c'est à partir de 10. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai entre 5 et 9, je ne sais pas très bien. En dessous de 5, pour moi, j'arrive à compter à posteriori en disant, tiens, il y a un tel qui parle, un tel qui parle, un tel qui parle. Ah, c'est toujours les mêmes qui font ça. Si je suis un peu bien luné, je vais arriver à plus que 5, je vais arriver à 6, 7, 8, 9. Et quasiment personne n'arrive à 10, 11, 12, 13, arrive à compter en disant, ah oui, il y a un tel, un tel, un tel. Donc, au lieu de dire c'est toujours les mêmes qui bossent, eh bien, on va avoir beaucoup. Donc, finalement, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression d'avoir beaucoup de messages, mais quand on regarde, de pas beaucoup de monde dans une communauté qui n'est que asynchrone. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des réseaux sociaux et des choses comme ça, mais si on n'en a pas, ça marche quand même. Et si on en a, c'est bien, c'est super pour nos proactifs, mais il manque tout le reste. Et donc, c'est le reste qui va être la base, en fait. Oui, alors justement, c'est tu as commencé à parler d'erreurs en fait, qu'on pouvait retrouver quand on monte une communauté. Est-ce que tu as listé des erreurs récurrentes que tu as observées quand on monte une communauté? Alors, on va passer sur le petit cours comment planter sa communauté. Allons-y. En gros. Alors, il y a plusieurs façons. Premièrement, chercher d'abord un outil plutôt que des méthodes.
parce que en disant voilà, l'outil va tout faire. Ah, je mets ça sur Facebook, sur Discord, sur Telegram, et ça va marcher. Ouais, désolé, mais c'est le truc. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas citer la région parce que ce serait par pitié pour eux, mais on m'avait demandé à un moment donné de monter la communauté des gens du cinéma. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les gens de Paris viennent filmer dans une région, eh bien souvent ils arrivent avec leur monteur, pas les monteurs, mais surtout les gens du son, enfin tous les techniciens, etc. Alors qu'il y en a plein en région. Donc dans cette région-là, on m'a demandé de monter une communauté, et donc en l'espace de quelques mois, on a monté une belle communauté avec plein de gens qui échangeaient entre eux, qui s'entraînaient en plus, et qui permettaient. Alors l'avantage d'une communauté, c'est que quand tu cherches un preneur de son, si tu vis un peu dans la communauté, tu sais tout de suite celui qui raconte plein de trucs mais qui fait jamais rien, et puis le gars qui parle pas beaucoup, mais alors, par contre il fait un super boulot, tout le monde l'estime. Donc de vivre ensemble dans une communauté, en plus, ça donne des informations. Donc tout allait bien. Et puis à un moment donné, eh bien, il y a la région après a dit bon maintenant il faut pouvoir le continuer. Alors on a dit bon ça coûte pas très cher parce qu'il suffirait d'avoir juste une personne qui facilite ça. Et on avait en plus une fille avec nous qu'on avait formée là qui était très bien là-dedans. Mais elle a voulu faire un appel d'offres. Elles ont fait un appel d'offres qui a été remporté par une fédération de producteurs qui se sont dit mais c'est très simple. Tout manière, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va tout arrêter, on va monter un super outil parce qu'on a une idée d'un outil qui va faire papa-maman. Et au bout de 2 ans, ils ont dit genre, ça y est, on est prêt. Ils ont rebalancé enfin un message à la communauté en disant, ça y est, on est prêt, regardez, l'outil il est génial. Et tout le monde s'est désabonné. Donc voilà. Première chose, commencez par les outils. C'est ce que je vous conseille si vous voulez tuer votre communauté. Ça marche à tous les coups. J'en ai vu un nombre pas possible, y compris les communautés où j'étais. Puis on m'a dit, mais non, non, il faut absolument mettre l'outil, etc. Non, l'outil, il est au service de la méthodologie et des humains. Il n'est pas le premier, c'est pas lui qui va faire fonctionner la communauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de croire que si j'anime la communauté, je dois tout faire, me sacrifier pour tout ça, ou alors je ne dois rien faire du tout. Faciliter une communauté. Je n'aime pas parler d'animation parce que l'animation, elle est faite aussi par les membres. Je préfère parler du rôle de facilitateur. Et ce n'est pas un rôle de leader, c'est un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que si on essaie de tout faire, eh bien, ça ne marche pas. Je vais prendre un exemple. Dans les colibris, ça a été lancé par Pierre Rabhi, qui aujourd'hui est décédé, mais qui était très connu. Et donc, si jamais Pierre Rabhi avait animé des ateliers, etc., personne dans les 350 000 aurait osé animer un atelier. Personne ne se sentait légitime. Mais il y a 350 000 personnes qui arrivent en disant c'est super, c'est l'endroit où il y avait Pierre Rabhi à l'époque. Et mais il est où? Il est à la télévision, il est malade parce qu'il est âgé, etc. Il est pas là. Eh ben c'est pas grave, on bosse. Donc en fait, c'est le rôle de facilitateur, c'est d'aider les gens à faire des choses et non pas à les faire lui-même. Et puis par contre, croire que ça va fonctionner vraiment en faisant rien du tout, ça, j'ai vu aussi d'autres communautés où le gars, il commence à monter un groupe avec plein de choses en disant, voilà, moi je fais ça, mais dans 6 mois, vous prenez le relais parce que moi je pars. Et les gens, ils sont pas appropriés le truc, c'est pas encore leur communauté. Il faut en général 2 ans à peu près pour qu'il y ait vraiment une maturité de communauté. Donc non, ça marche pas effectivement non plus. Voilà, donc pour planter sa communauté, c'est soit je fais tout, je fais rien, il faut faire un petit peu, mais plutôt pour rendre possible, faciliter. Et puis, croire que c'est les outils qui vont faire les choses, ça, c'est des très, très, très bons conseils que je peux donner si vous voulez vraiment foirer votre communauté. Ouais, ouais, et c'est fou parce que je pense tellement en fait j'ai une situation en tête où justement Ouais, ça veut ouais, changer d'outil, alors qu'en fait, on va dire, moi j'appelle ça, c'est en ouais, football, moi j'appelle ça en football, c'est le club de foot qui dit oh, mais il faut créer un choc psychologique, donc on va changer de coach. Et en fait, ça marche un temps, mais après, ça, voilà. ça Alors que ça change se pas. construit, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une communauté, c'est quand même une sorte d'être vivant. Nous, il faut bien comprendre que déjà, on est un être collectif formé de plein de molécules. En plus, à l'intérieur de nous, on a plein d'animaux, de végétaux, c'est notre faune intestinale. Enfin, je dis faune parce que souvent on dit flore, mais il y a beaucoup plus d'animaux que de végétaux, en passage. Mais bon, voilà, on est déjà un être très composite. Et c'est intéressant parce que une cellule, effectivement, est un être vivant. Mais nous sommes des êtres multicellulaires et même nous sommes des êtres multicellulaires composés d'autres êtres multicellulaires qui sont ou de bactéries ou de champignons ou de plein de trucs, etc., qui font notre équilibre. Et donc, ça peut sembler logique de dire, tiens, finalement, une communauté, même si elle est plus rattachée physiquement, mais elle est rattachée informationnellement, eh bien, va être un être collectif.
Et donc, un être collectif, eh bien, il va avoir plusieurs stades. Il y a un stade enfant, par exemple. Et donc, il y a la communauté, les 2 premières années, malgré tout, il y a quand même si le facilitateur, il essaie de faciliter et de faire faire les autres, c'est un peu papa, c'est un peu maman. Et donc, en fait, la communauté, c'est un peu comme papa ou maman. Et puis en général, à peu près vers les 2 ans, c'est-à-dire 18 ans enfin, pour les adultes, c'est 18 ans, mais des fois c'est plus, ou 14 ans, enfin, il y a une sorte de crise de puberté. Pourquoi c'est papa ou maman? Pourquoi c'est le facilitateur qui prend les choix, etc. Nous, on devrait, et la première chose qu'on va faire, on va s'opposer. Donc on va avoir une crise d'adolescence, en fait, de communauté, hein. Alors, c'est plus ou moins fort, hein, quand on peut arriver à le lycée, mais on s'est rendu compte que quand c'était plus tôt, c'est plus fort. Par exemple, sur Wikipédia, la crise, elle est arrivée à 18 mois, donc un peu plus tôt que les 2 ans. Et donc, en fait, ben, ça a été assez fort, hein. En plus, entre les tenants, en plus il y avait un papa qui voulait faire un encyclopédie collaboratif et un autre papa qui voulait faire une encyclopédie classique avec les experts. Et puis, on mettait quand même le bas peuple dans une sorte de jardin d'enfants où des fois, il pourrait produire un truc intéressant qu'on reprendra, quoi, en gros. Enfin, je caricature à peine. Et donc, effectivement, eh bien, ça a été assez violent. Et du coup, quand on n'en meurt pas, eh ben, voilà, on passe à la troisième stade. Et le troisième stade, c'est le stade mature. C'est-à-dire que la communauté, c'est plus simplement l'esprit du facilitateur ou du créateur, mais ça peut être l'esprit de collectif en fait qui se dégage de toutes les idées, etc. Et à ce moment-là, on va avoir des personnes qui vont commencer à dire nous. Et donc, si on veut effectivement passer la main avant ces 2 ans, eh ben, le problème, c'est que c'est difficile à dire nous. Alors, il y a 2 cas de figure quand même un petit peu monstrueux là-dedans. Il y a un gars qui a essayé de faire un être humain adulte avant de passer par enfant, etc. Il s'appelait le docteur Frankenstein et ça n'a pas très bien marché. Et il y a plein de gens qui essayent de faire une communauté adulte avant qu'elle passe par des stades où elle va progresser et ça ne marche pas très bien. Et puis, il y a d'autres communautés que j'appelle les communautés Tanguy. Tu sais, c'est celles où, au bout de 5 ans, 10 ans, etc., il y a toujours papa, maman, etc. Et on est toujours à la maison, j'allais dire, en gros, hein, pour parler du film Tanguy, où le jeune, il est, je ne sais plus, à 30 ans, en gros, chez ses parents. Et donc, on va avoir des communautés, évidemment, qui peuvent pas passer ces 3 étapes-là ou les passer différemment. C'est ce que j'appelle les communautés Frankenstein, les communautés Tanguy. Mais en général, eh bien, voilà, on va avoir différentes étapes, ce qui veut dire qu'on a vraiment besoin de pouvoir accompagner. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une communauté, pour savoir votre communauté, est-ce qu'elle est enfant, adolescent ou adulte? C'est pas toujours facile à voir. Je vais donner un petit tips. Tiens. En gros, il suffit de regarder l'animateur, enfin facilitateur, animateur, leader, ça dépend quelle posture vous avez, et vous regardez comment vous pleurez. Est-ce que vous dites ah là là, c'est toujours moi qui fais tout? Dans ce cas-là, votre communauté est enfant. Si vous dites vous pleurez parce que vous dites ah ouais, mais personne ne m'aime, votre communauté est adolescente. Et si vous pleurez parce que vous dites ah bah moi je ne sers plus à rien, c'est que votre communauté elle est mature. Donc, et ne pleurez pas toujours, parce que si vous comprenez que c'est des étapes normales, eh bien, voilà, on peut arriver à accompagner notre communauté. Mais c'est pour ça que c'est important on fait des communautés des fois pour un projet. Et c'est vraiment une catastrophe parce qu'on fait un projet sur 1 an, sur 2 ans, et construire une communauté, c'est construire un être vivant. Donc, l'euthanasier au moment de sa puberté, au moment où il va devenir adulte, c'est juste dommage quand même. Et donc, en fait, ce que je pousse beaucoup, c'est à dire une communauté, c'est pas comme un projet. On peut y faire plein de projets, et demain, eh bien, il y aura d'autres projets dans cette communauté, parce qu'un projet, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais la communauté, elle devient intéressante quand elle commence à avoir une vraie maturité. Et même si avant, on ne savait pas faire des communautés de plus de 3 à 6 mois en ligne et de plus de 2 ans à peu près, en gros, sans avoir un truc très, très hiérarchisé, eh bien, la communauté en réseau, elle devient intéressante, intelligente en intelligence collective, etc. Justement, à partir de 2 ans, c'est là où ça commence à devenir génial, quoi. Mmh. Alors justement, tu l'as très bien dit, une communauté, c'est un être vivant. Mais un Mhm. être vivant, pour être vivant, il a besoin d'organes qui le font vivre. Quels sont ces organes qui permettent à une communauté de vivre durablement? Alors, avant de répondre à cette question, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu sais la différence entre un végétal et un animal? Euh, Alors, on pourrait croire qu'il y en a un qui bouge, mais ça, c'est pas. Il y a des végétaux qui bougent et des animaux qui bougent pas, hein, donc, et puis, quand c'est un être monocellulaire, c'est pas facile à reconnaître, hein. ouais, voilà, non, c'est pas une histoire de cellules. Donc, je me souviens, si je me souviens de mes vieux cours de bio, c'est tout ce qui va être cellules eucaryotes et prokaryotes, tu vois, je crois que c'est avec Non, ça. non, 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 ça change, Même ça pas. change rien au niveau animal, Ok. végétal. En fait,
En fait, il y a deux choses dans la différence entre un animal et un végétal. La première chose, c'est qu'un végétal, il peut partir de rien, de la terre ou même de la pierre, enfin de choses qui ne sont pas vivants, pour arriver à l'absorber et à continuer d'être vivant. Un animal, il est obligé d'absorber du vivant, végétal ou animal, pour pouvoir continuer d'être vivant. Mais plus intéressant encore, les animaux ont des organes spécialisés et les végétaux n'en ont quasiment pas. On considère que les racines, les feuilles et les branches, les tiges sont là-dedans, mais où est le cerveau? Et pourtant, une plante, elle est capable de faire des choses de façon distribuée. Elle a une vraie intelligence. Hein. Aujourd'hui, quand on a travaillé sur les arbres, il y a des choses. Je me rappelle un spécialiste des arbres qui disait, mais c'est incroyable, c'est comme si on avait découvert une espèce extraterrestre, parce que c'est tellement différent le fonctionnement totalement décentralisé des plantes par rapport aux organes. Donc, on peut avoir des organes spécialisés. On va dire, ça sera un groupe animal, pourquoi pas. Et puis, on peut avoir aussi des choses assez distribuées. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence, le cœur, etc., eh bien, c'est pas forcément une personne qui va avoir ce rôle-là ou un groupe de personnes qui va avoir ce rôle-là. On peut avoir effectivement aussi quelque chose qui va se distribuer dedans. Donc finalement, on n'est pas obligé d'avoir des organes. On peut, mais n'est pas obligé d'avoir des organes dans un système d'intelligence collective. L'intelligence du cœur, on va dire, du groupe, eh bien, elle peut être distribuée, ou alors elle peut être un comité d'éthique, on pourrait dire. L'intelligence intellectuelle, etc., eh ben, ça peut être un conseil d'administration quand il y a une association, etc., qui va même collectivement choisir le truc avec un petit groupe, mais fermé, c'est-à-dire, en fait, on y rentre ou on y sort qu'une fois par an. Ou alors, ça peut être des ateliers où chacun peut venir, vient la prochaine fois, ne vient pas la prochaine fois, et donc avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, on peut avoir trois cas de figure. Le premier, c'est qu'on a un organe spécialisé, donc on va dire en gros un comité, on va dire ça, pour prendre un groupe avec des personnes qui rentrent, qui sortent, et puis pas tout le temps. Donc ça veut dire il y a une frontière. Il peut y avoir un atelier, et tu es bien placé pour voir qu'un atelier, ben, c'est beaucoup plus fluide parce que ça peut être. D'ailleurs, il peut y avoir des personnes qui sont venues la fois d'après et puis qui ne reviennent pas, d'autres personnes qui arrivent, etc., en cours, etc. Donc, c'est une sorte d'organe qui bouge tout le temps, en gros. Et même l'animateur d'un atelier eh bien, peut très bien évoluer. Je ne sais plus, dernièrement, il y a eu un atelier, bah, tiens, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a repris, bah, très bien, pourquoi pas, même pour l'animation. Donc, voilà. Et puis, il peut y avoir des choses sans atelier, c'est-à-dire de façon distribuée. Par rapport à, par exemple, défendre les valeurs du groupe si elles ont été mises de façon explicite, eh bien, ça peut se faire aussi par des membres du groupe sans avoir besoin d'un atelier ou d'un organe pour ça. Donc, tu vois, on va avoir des niveaux animaux, végétaux ou intermédiaires, on va dire, entre les animaux et les végétaux. Non, c'est bien parce que au final, ce que tu partages, c'est qu'une communauté, c'est un être vivant, mais que cet être vivant, il peut être vraiment unique en fonction de la communauté que tu montes et que Mmh. il a pas, voilà, par exemple, en tant qu'être humain, tu vois, il y a un squelette, il y a des organes. Là, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, la communauté, c'est un être vivant qui peut émerger ainsi, mais qui peut développer son propre squelette lui-même. Oui. Enfin, Oui, oui, de certaine manière, enfin, son squelette ou d'autres aspects, oui. oui, En voilà. fait, si je prends les groupes animaux et les groupes humains, même au tout début, éventuellement, il peut y avoir un chef de village ou un mâle alpha, comme on dit des fois. C'est d'ailleurs un très mauvais terme parce que les mâles alpha, en fait, il y a des mâles et des femelles. Souvent, c'est des couples. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et donc, il peut y avoir on va dire, un animateur, un leader ou ce que tu veux, etc. Mais il n'y a pas forcément de spécialisation. Au début des groupes humains aussi. Et puis, à partir du feu et des choses comme ça, eh bien, il y a ceux qui sont restés pour entretenir le feu, et puis les enfants, et puis ceux qui sont partis, etc. Donc, il y a d'abord une séparation homme-femme, mais il y a aussi de la séparation avec celui qui va s'occuper du feu, celui qui va commencer à faire les lances, enfin, qui va tailler les silex, qui va le faire mieux que les autres. Et donc, cette spécialisation, elle a un gros avantage, c'est que ça permet d'avoir des personnes qui vont être très, très bons pour les silex et d'autres très, très bons pour chasser. Et elle a un très gros inconvénient, c'est que, du coup, souvent il y a une sorte de hiérarchie en disant c'est moi qui ramène à manger la chasse, donc en fait les autres ils ne sont pas très très importants, ils font ce que moi je dirais de faire. Et donc en fait ça veut dire que la spécialisation c'est un fonctionnement qui a des avantages, mais qui a aussi des inconvénients. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'intelligence collective, ou par atelier cette fois, donc pas par personne, on peut avoir des ateliers spécialisés avec des personnes qui ne le sont pas.
avec des bonnes méthodologies, à ce moment-là, on peut commencer à faire des choses intéressantes sans avoir les inconvénients de la spécialisation. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein. Il y a des fois de figure où il faut quand même des personnes qui font telle chose, telle chose. Par exemple, dans les groupes, des fois, il y a des rôles de modération quand ça s'emballe sur les choses, etc. Mais voilà, réfléchir à ne pas forcément avoir des organes et ne pas forcément avoir des spécialisations des personnes, même s'il peut y avoir des spécialisations d'ateliers, en fait, il peut y avoir un atelier plus éthique, et puis il vient qui veut, et puis pourquoi pas. Et moi, je repense à ce qui a été fait dans des groupes, par exemple, comme au Texas, où ils ont fait des groupes citoyens. Et la question était intéressante parce que le Texas, c'est quand même un des plus gros producteurs de pétrole. C'était comment on peut être vert, etc. Et donc, ils ont pris des bons Texans, alors au hasard, hein. Donc là, on est vraiment sur le hasard. Et puis, ils les ont formés avec les experts, ils ont fait des débats avec des bonnes méthodologies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Texas, c'est ceux qui produisent le plus d'éléments verts. Je vais avoir quelqu'un qui frappe là. Oui, oui. D'accord. Voilà, excuse-moi. Il y a pas de souci, ce sera coupé au montage, hein, donc je m'amuserai, il D'accord. faudra que je le note, tu vois, 1h25. Voilà, il me reste 2 questions avant de terminer l'interview. Oui. Heu, je voudrais, que tu partages quand même, tes fameux 4 piliers, les 4 piliers du répit, puisque, c'est quand même ce sur quoi aujourd'hui se base ta méthodologie pour construire des communautés. Donc, voilà, si tu pouvais me partager un peu plus sur ces fameux 4 piliers. Bon, puisqu'on est là pour tout offrir, eh bien, je vais offrir d'abord les 4 clés. Et on va voir très vite, c'est des clés. La première chose, on en a parlé tout à l'heure, la première clé, c'est qu'il faut des moments synchrones. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'engagement synchrone, parce que quand il y a un moment synchrone, j'ai mon temps de cerveau disponible. Tout le monde n'est pas là, mais ceux qui sont là mettent du temps de cerveau disponible, alors que sinon, on va avoir que toujours les mêmes proactifs. Deuxième chose, c'est bien, mais si on veut faire des ateliers, c'est bien, mais on n'a pas le temps, évidemment, puisqu'on veut animer des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps. Et donc là, l'idée, c'est de dire, on peut faire des ateliers soit en essayant d'inviter des gens, de faire des comptes rendus après que personne ne lira, etc. Et ça prend un temps de dingue, comme diraient certains, et donc on n'y arrive pas. Eh bien, la deuxième clé, c'est de dire, l'animation, ça ne doit pas prendre plus de temps que d'y participer. C'est ce que j'appelle l'animation 90 minutes. Un atelier classique, c'est à peu près 90 minutes. Et donc, les ateliers, par exemple, le 3P, les ateliers participatifs prêts à produire, c'est une des méthodes, justement, pour arriver à ce qu'on arrive à produire ensemble dans un atelier sans avoir rien à faire avant, rien après. Donc, si moi, moi, je serais participant, mais je suis un peu frustré parce qu'il n'y a pas un atelier sur le sujet qui m'intéresse, eh bien, si j'ai participé un petit peu avant et je sais le faire, eh bien, je peux animer moi-même et ça ne me prendra pas plus de temps que de participer. Et au moins, j'aurai un atelier sur ce qui m'intéresse. Donc, deuxième clé, c'est vraiment ce que j'appelle l'animation 90 minutes. Ça nous permet déjà de passer la barre des 3 à 6 mois dont on parlait, si on est que en asynchrone, etc. On va avoir non seulement des moments synchrones, mais animés par des personnes qui ne sont pas toujours les mêmes, qui sont les membres. Mais pour aller un peu plus loin et pour que ça continue, eh bien, il y a des activités au niveau des ateliers, ça c'est bien, mais il faut quand même des choses au niveau de la communauté. Donc là, je vais maintenant parler de globalement, parce que la communauté, c'est une sorte de mise en réseau simplement d'ateliers et de personnes. Point final. Pour que ça marche, eh bien, on va avoir besoin d'aider chaque niveau d'application. Alors pour ça, tiens, je vais te poser une petite question, mais je la pose aussi à tous ceux qui nous écoutent. Tu fais partie, et puis vous faites partie tous allez, au moins 10, 15, 20 pour communauté, même si vous ne savez plus trop. Est-ce qu'il y a au moins une de ces communautés, Pascal, dans laquelle toi tu es proactif, c'est-à-dire tu prends des initiatives? Ouais. Oui. Oui, il y en Et a au puis moins je une. pense que pour vous, voilà, et puis je pense que pour ceux qui vous écoutez, au moins peut-être à la maison, ou alors ou sur le club de sport, ou sur n'importe quoi, ça peut être des communautés très très variées, hein, voilà. Alors cette communauté, tu la mets de côté. Et maintenant, est-ce qu'il y a une communauté dans laquelle tu es réactif? Réactif, ça veut dire, quand on te demande un coup de main, tu le fais, tu viens éventuellement, mais tu ne prends pas d'initiative. Ouais, ouais, je Réponse, vois très bien, ouais, je vois voilà. très, très bien. Ouais. Et puis, je pense que pour vous aussi, ce qui nous écoutez, il y a des communautés dans lesquelles vous êtes réactifs. Mais mettons ça de côté. Est-ce qu'il y a des communautés dans lesquelles vous êtes observateurs? Ça, c'était une grande découverte du groupe Intelligence Collective, parce qu'avant, on les avait oubliés, ces gens-là. C'est des gens qui ne sont pas actifs, on ne les voit pas, mais qui, quand même, enfin, si, ils sont actifs parce qu'ils regardent ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a une communauté dans laquelle tu suis ce qui se passe, mais tu participes pas, tu viens pas, etc. À plusieurs, c'est mon poste préféré observateur. Donc moi, j'adore faire ça. Donc il y a au Oui. moins Et puis, plus de 2 et puis, communautés où je fais comme ça.
Voilà, de toute manière, en général, c'est le plus grand nombre des personnes dans une communauté. Et donc, et je pense que pour vous aussi, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une communauté dans laquelle tu n'es même pas, alors, même pas observateur, tu es carrément inactif? Déjà, il faut que je me souvienne dans quelle communauté je suis inactif, tu vois. Donc, C'est facile, hein? Et pour vous aussi ouais, qui écoutez, probablement, peut-être que vous allez me dire non. Et c'est simplement que vous avez oublié que vous faites partie de ces communautés-là, tout ouais. simplement parce que vous êtes inscrit, vous lisez même plus les posts, ou bref, vous faites plus rien, et donc vous êtes membre de la communauté. Donc ça veut dire qu'on a des marches d'escalier entre je suis non membre, je suis membre mais je suis inactif, je suis observateur, je suis réactif, je participe, ou je suis proactif, je prends des initiatives. Et donc, il va falloir, le secret, c'est que on a découvert que le pourcentage de proactifs était toujours le même, à 5%, et le pourcentage de réactifs, le même aussi, 10-20%. Sur les observateurs, on ne sait pas parce que c'est trop récent, on n'a pas eu d'études très approfondies dessus. Mais en gros, ça veut dire que si ces pourcentages sont constants alors qu'on voit qu'il y a des gens qui vont se désimpliquer pour une raison très simple, hein. Moi, je déménage, je m'intéresse plus à cet aspect-là, ou je pars à la retraite et puis ça m'intéresse pas. Ou alors, ma conjointe m'a quitté, j'ai perdu mon boulot et j'ai cassé ma voiture, j'ai autre chose à penser que ta communauté. Eh bien, il y a des moments donnés, naturellement, on va se désimpliquer. Donc, on devrait avoir une implication naturelle dans les communautés. Or, c'est pas ce qu'on observe. Et pourquoi on ne l'observe pas? C'est que justement, les marges d'escalier, eh bien, c'est bien, mais si elles sont un peu cassées, eh bien, on sait descendre, hein, on peut toujours se casser la figure dans un escalier, mais pour monter, c'est plus difficile. Et donc, le vrai travail de quelqu'un qui facilite une communauté, ça va être de mettre des marges d'escalier. Et les marges d'escalier, c'est des activités qui vont permettre aux réactifs, quelques réactifs de devenir proactifs, pas beaucoup, mais pour compenser ceux qui se désimpliquent, quelques observateurs pour devenir réactifs, etc. Et donc, ces quatre activités que j'ai appelées REPI, R-E-P-I, c'est quoi? Eh bien, pour que quelques réactifs deviennent proactifs, on va faire des rencontres de communauté. Une rencontre de communauté, c'est une rencontre où on va parler de ce qui s'est passé, mais surtout, on va dire, bah, tiens, on va faire, c'est quoi les prochains ateliers? Alors, ceux qui sont déjà proactifs vont dire, bah, tiens, mon atelier, je continue. Pascal, par exemple, tu as un atelier qui tourne, on est déjà à la V6, à la version 6, donc voilà, ça tourne bien. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais ça serait bien d'avoir un atelier quand même sur ce sujet-là. Bah, tu veux pas l'animer? Bah ouais, mais j'ai pas le temps. Ça tombe bien, il n'y a rien à faire avant, rien après. Ouais, mais je vais pas faire. T'inquiète pas, on va t'aider. Et voilà, on va avoir de temps en temps un réactif qui va devenir animateur d'atelier, donc prendre une initiative, animer, devenir proactif. Donc la première chose importante, c'est cette activité. Elle est évidemment très utile pour les proactifs, ceux qui animent déjà, mais elle est indispensable pour que quelques réactifs deviennent proactifs. Ça, c'est le R de répit, rencontre de communauté. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait que les observateurs, ceux qui n'ont pas participé, eh bien, ils participent de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui viennent participer à un atelier et donc devenir réactifs. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que les invitations aux ateliers. Ils ne voient pas d'autre chose. Donc, on va voir les envois d'invitation, le E de répit, envoi d'invitation. Et là, c'est évidemment utile pour tous ceux qui participent, hein, parce que comme ça, ils ont l'invitation, les réactifs, les proactifs, etc. Mais quelques observateurs, si l'invitation est bien faite, et là, c'est la partie peut-être qui paraît la plus simple, mais qui est la plus précise au niveau méthodologie, parce qu'il faut qu'un observateur qui n'a pas beaucoup de temps lise un message, et vous ne savez peut-être pas, mais vous ne lisez que les messages. Quand vous n'êtes pas complètement concerné, vous lisez que les messages de moins de 2 minutes. Donc, si vous faites, donc les grandes lettres d'information là-dessus, vous oubliez. Et donc, il va falloir faire des envois d'invitation pour que de temps en temps, un observateur devienne réactif, participe. Mais pour que les inactifs commencent à observer ce qui se passe, s'ils veulent raccrocher les wagons, on leur parle d'atelier, ils viennent dans un atelier, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent même plus ce que c'est que cette communauté, ils reçoivent des invitations, ils ne comprennent rien. Ils ont besoin d'une sorte de ce que j'appelle un espace de partage, P comme partage. Et cet espace de partage, ça peut être un site web, une page, une sorte de garde de triage qui me permet de savoir c'est quoi cette communauté, c'est quoi les ateliers qu'il y a eu, c'est quoi les ressources produites, en gros, hein, les trois grands aspects. Et là, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir de temps en temps un inactif qui reçoit des messages et dit c'est quoi déjà cette communauté? Je ne me rappelle plus trop, mais parce que c'est un peu longtemps que je n'ai pas participé. Mais à la fin de chaque message, j'ai un petit lien. Et là, j'arrive sur un endroit où on m'explique quand même en une phrase, en un paragraphe, ce que c'est que cette communauté. Bref, je peux raccrocher les wagons. Et donc, ça va être évidemment cet espace de partage, il va être bien utile pour tous les autres, hein, tous ceux qui sont dans les marches au-dessus, mais il va être indispensable pour aider quelques inactifs de temps en temps à raccrocher les wagons et donc à commencer à devenir observateurs, réactifs, etc. Et le dernier, le I de répit, eh bien, il va être utile évidemment pour tous les membres, hein, donc les proactifs, réactifs, observateurs et actifs, comme tu l'as vu,
Mais il il va être aussi indispensable pour que quelques non-membres aient envie de devenir membres. Et là, c'est ce que j'appelle le flux d'information. C'est typiquement un blog, des réseaux sociaux, une lettre d'info, des choses comme ça. Là, c'est plus centralisé, c'est plus en étoile, puisque le groupe, normalement, il est en réseau, mais c'est plus en étoile. C'est bien pratique pour savoir tout ce qui s'est passé, puisque les envois d'invitation, c'est sur ce qui va se passer. Là, le flux d'information, c'est sur ce qui s'est passé. Et en même temps, si moi, je ne suis pas membre et que je reçois quand même cette lettre d'info, je me dis, ah mince, quand même, si je peux participer à cette communauté-là, ça sera vraiment chouette. Et soit elle est ouverte, et dans ce cas-là, je m'inscris, soit c'est une communauté de clients, et peut-être que j'aurai envie de devenir client pour arriver à faire partie de la communauté aussi. Donc voilà, on va avoir ces quatre activités, rencontre de communauté, R, E, envoi d'invitation, P, espace de partage, I, flux d'information, qui sont les quatre marches d'escalier pour que, en fait, on puisse passer les choses. Ça, c'est la troisième clé, mais j'ai promis de tout donner. Et bien, la quatrième clé, c'est quoi? Eh bien, il y a un petit secret aussi, c'est que, alors ça marche très bien. Vous avez une communauté qui a très bien marché les 2 premières années grâce à ça, alors que la plupart se seront arrêtés. Vous allez continuer si vous mettez ces 3 choses-là en place. Mais il y a une petite chose quand même, c'est que malgré tout, c'est pas très facile parce que sur la durée, eh bien, on a quelques pourcents de personnes qui participent et on aimerait bien avoir beaucoup de monde qui participe. Et tout à l'heure, je disais une chose, c'est que il y a à peu près, il faut qu'il y ait 10%, il y a à peu près 10% minimum de gens qui sont réactifs. Mais il faudra qu'il soit au moins 10 pour arriver à ce qu'il y ait beaucoup. Sinon, moi, dans ma tête, moi, observateur, je veux dire, c'est toujours les mêmes qui bossent et ça ne va pas du tout me motiver pour venir. Donc, en fait, eh bien, il faudrait que j'ai toujours au moins 10 personnes actives. Et pour avoir 10 personnes réactives, alors qu'il n'y en a que 10%, eh bien, il faut 100 personnes, parce que 10% de 100, ça fait 10. Si vous suivez, attention, prenez un crayon en papier, c'est simple. Vous avez 10 personnes, vous voulez 10 personnes qui soient actives, mais les actifs sont 10%. Il faut un peu plus, mais disons 10%. Et bien, pour avoir suffisamment d'actifs, donc au moins 10 actifs, pour en avoir beaucoup, quoi, comme on l'a défini tout à l'heure, eh bien, il faut avoir 100 personnes. Ça, c'est ce que j'ai appelé le booster 100, c'est-à-dire que si dans les 2 ans qui viennent, vous avez plus de 100 personnes, eh bien, votre communauté elle continuera à fonctionner sans problème. Si vous les avez dès le départ, tant mieux, mais si vous n'avez pas pendant la première année, l'élan de démarrage suffira, mais si vous voulez une communauté pour là par exemple, au fait, en ce moment, les 10 ans de Social 3.0, par exemple, qui est une communauté qui a été montée. Alors, c'est des entrepreneurs sur Paris. Voilà, en fait, c'est 10 ans. Voilà, des communautés de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et bien, si vous voulez ça, voilà, vous avez la quatrième clé aussi à rajouter, le booster temps. Voilà, donc là, avec ces 4 clés, donc on l'a vu, l'engagement synchrone, c'est-à-dire qu'il faut des moments synchrones, des ateliers, pas que du réseau social. Deuxièmement, ce que j'ai appelé les ateliers 90 minutes, c'est-à-dire si j'anime, je veux bien animer un atelier, mais je ne veux pas que ça me prenne plus de temps que si j'y participe. Et puis, troisièmement, les 4 activités répit pour aider chaque personne, que de temps en temps, on ait quelques personnes qui montent la marche d'escalier parce que obligatoirement, vous aurez des gens qui descendent. Et puis, le quatrième, le booster 100. Si en plus, après, vous arrivez à 100 membres, eh ben, vous avez gagné. Voilà, normalement, vous avez quand même pas mal de choses pour pouvoir monter votre communauté. Mais justement, moi, j'ai une question parce qu'au départ, moi, monter ma communauté, franchement, moi, je suis plutôt un sauvage. J'aime bien être tout seul de mon côté. Mais au final, je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Bon, j'aime bien Elliot. Et Jean-Michel est un personnage improbable. Je fais, bon, j'aime bien les personnages improbables. Donc, je vais suivre, je vais écouter ce qu'il dit. Et si je peux, je vais appliquer. J'ai appliqué. Et c'est vrai que je. Voilà, moi, depuis que je suis Jean-Michel, j'ai vraiment vécu une véritable transformation. Hein. Donc, moi, ça fait 6 mois que je suis voilà, Atomic Community. C'est vrai que j'ai fait énormément de choses. J'ai été productif. Mais j'avais une question à te poser, et c'est parce que la plupart des gens qui m'écoutent sont avant tout des entrepreneurs. C'est pourquoi aujourd'hui c'est important, selon toi, pour un entrepreneur, d'avoir sa communauté et de monter sa communauté? En fait, un entrepreneur, il a des gens qu'il ne connaisse pas, il a des prospects et il a des clients. Donc en fait, il aimerait bien avoir le plus de clients possible, si possible. Mais des clients, pour avoir des clients, eh ben, c'est bien d'avoir déjà des clients contents, parce qu'ils vont faire des témoignages, etc. Donc en fait, c'est une des astuces, c'est d'avoir des clients contents. Le problème, c'est que quand on fait une formation en ligne, on a ce qu'on appelle des taux de rétention
Donc, les personnes qui vont au bout, ben, en général, on mesure ça à 10%. C'est pas beaucoup. Donc, c'est des clients qui sont. Un client qui est content, c'est quand même quelqu'un qui a été au bout de la formation, si possible. Et donc là, l'idée, c'est que s'il y a une communauté, donc rappelle-toi, tout à l'heure, on a dit, bah, une communauté, c'est des gens qui s'entraident et qui montent en compétences collectivement. En complément de la montée en compétences, grâce à la formation, on a en gros un complément gigantesque de la formation ou du produit qu'on propose, c'est d'avoir ces communautés. C'est pas pour rien d'ailleurs que même les grandes marques ont monté des communautés sur tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'en gros, eh bien, d'un côté, on va avoir le côté descendant, c'est-à-dire que je forme, je vais apporter des contenus, etc. Et de l'autre côté, eh bien, je vais avoir le côté qui fait que je vais rester au bout parce que je m'entraide, etc. En gros, c'est pour moi l'entrepreneuriat et la communauté, c'est nitro et glycérine. Donc tu les mets ensemble et tu regardes ce que ça donne. En effet. Alors Jean-Michel, c'est l'heure de la dernière question. Non. Aïe, aïe, aïe. Ouais, désolé, j'ai pas d'effets spéciaux, donc là, on fait vraiment avec ce qu'on a. Je vais les faire. Psh, 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 psh. Qu'as-tu besoin de bâtir aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de bâtir, c'est ça la question? Exactement. Non, ouais, Ouais. ouais. Alors, c'est une très très bonne question parce que en fait, je vois plusieurs choses. Premièrement, je n'ai pas donné mon âge, mais je me rapproche quand même de la retraite et j'ai quand même envie que cette dynamique qui a été faite. Alors, il y a des gens qui s'en sont inspirés un petit peu, donc sur plein de choses, il y a des formations qui s'en sont inspirées, etc. Mais un petit peu. Et j'aurais vraiment envie de pouvoir faire en sorte de pouvoir passer de plus en plus à d'autres personnes qui vont pouvoir former. Donc, je pense que j'ai envie de bâtir des formations de formateurs aussi. Ouais, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que j'ai vraiment envie de bâtir, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais ça me tient énormément à cœur et ça me tient à cœur plus que tout, c'est que je me suis engagé dans un livre de 10 ans. En fait, je me suis donné 10 ans et au passage, on vient de fêter les 5 ans. Donc, nous en sommes à mi-parcours. Mais ce livre-là, il me tient beaucoup à cœur. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de trouver des solutions. Parce que il y a plein de gens qui ont trouvé des solutions, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avec ce livre que je considère que je n'écris pas, mais que je fais d'une certaine manière en intelligence collective. C'est-à-dire que là, j'écris déjà avec tous les gens qui ont écrit avant. Bon, beaucoup sont morts. D'ailleurs, ça va jusqu'à Platon ou à Lao Tzu, etc. Mais aussi, l'idée, c'est de le publier sur mon blog lorsque je serai prêt dans 2-3 ans, chapitre par chapitre, pour avoir des éléments, qu'ensemble, on arrive non pas à trouver des solutions, mais à trouver les critères qui permettent d'évaluer les solutions. Des gens qui cherchent des solutions, il y en a plein. Et donc, j'ai envie de bâtir un outillage pour permettre à tous ceux qui veulent faire un monde meilleur, comme on dit souvent, toi, quelque chose qui nous permettrait de mieux vivre ensemble et de mieux vivre avec la nature, donc nous entre les humains et aussi avec le reste de la nature, eh bien, de pouvoir faire en sorte d'outiller un maximum pour que des choses comme par exemple, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire je veux faire un truc et puis bah, finalement, ça va complètement dans l'autre sens. Ça marche pas. Ou alors, on fait des systèmes avec des représentants, mais un représentant, le problème, c'est que il a du pouvoir. Et le pouvoir, c'est exactement comme l'alcoolisme, ça déclenche de la dopamine. Et donc, en fait, il faudrait leur donner une cure de désintoxication à chaque fois qu'on donne le pouvoir. Et donc, on a un problème. Donc, on a plein de solutions, mais ces solutions, elles se heurtent à un certain nombre de problèmes. Pour l'instant, j'en suis à un stade où j'en ai une cinquantaine. Je commence à voir comment certaines s'articulent, etc. Et l'idée, c'est, voilà, ce que j'ai envie de bâtir, c'est un outillage pour permettre à tous ceux qui veulent travailler sur un monde meilleur, sur des idées pour ça, les tester, etc., eh bien, qu'ils n'aient pas simplement des bonnes idées, mais qu'ils ne tombent pas dans toutes les choses trappes que nous ont donné l'univers et d'arriver à faire des choses. Et ça, c'est probablement peut-être c'est la priorité, enfin, la chose que j'ai vraiment envie de bâtir maintenant. Ah bah, de toute façon, si tu parles à un autre auteur, donc je sais ce que c'est, quoi, de voir ce Voilà. bouquin, tu vois, j'en ai publié 4 à ce jour, et donc Ouais, 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 je sais que quand tu as terminé un livre, tu vois, on parlait de la communauté est un être vivant. Je dis souvent qu'un livre, ouais, c'est un être vivant qui te parle avant, pendant et après son écriture. ouais, ouais, Parce exactement. Mais les gens qui écrivent des romans, ils disent souvent que c'est les personnages qui les écrivent. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que j'écris pas des romans, j'écris de la non-fiction comme toi, hein, donc des choses comme ça. Bah, à chaque fois, on est écrit par le livre, et ça, c'est plus qu'évident. oui, Ouais. Et alors, à chaque fois, c'est tellement magnifique et tellement épuisant que je me dis à chaque fois, je sais pas pour toi, ah non, c'est la dernière fois. Et puis 6 oui, mois après, bon, alors on attaque le suivant. Alors, j'ai ouais, trouvé la ouais. solution.
c'est que là, du coup, au lieu d'en faire un par an, ce qui est quand même un peu épuisant des fois, eh bien, là, j'ai décidé de prendre 10 ans. Et un peu comme c'est les gars qui faisaient un bel œuvre au moment des cathédrales, ils passaient la plupart de leur vie à faire une statue qui sera dans un petit coin de la cathédrale. Et j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les livres que j'ai fait avant ne sont que des brouillons absolument qui ne servent qu'à préparer ce document-là parce que réfléchir pendant déjà 5 ans actuellement sur le même sujet, c'est absolument incroyable. Ah bah c'est sûr, hein, donc, bah, écoute, merci Jean-Michel. Bah écoute, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ouais, et où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver, on donnera peut-être quelques Je liens. vais Voilà, ce je vais sera je vais les mettre dedans. Il y a un premier lien qui est mon blog sur lequel, alors on peut me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, etc., mais Facebook, LinkedIn, etc., mais sur mon blog, là, donc, il y a des trucs d'animation, donc des petites vidéos toutes les semaines avec différentes choses, dont une dont tu as été l'invité, Pascal, d'ailleurs. en effet. Il y a une deuxième chose, c'est mon site un peu plus qui me présente toutes les formations payantes et gratuites. Et puis, on mettra peut-être le lien justement sur une partie qui présente Atomic Community, mais qui fait pas simplement que présenter de la communauté, mais qui reprend, parce que ça a été vite, évidemment, 1 heure et des poussières, 2 heures presque. On a vu beaucoup de choses. Eh bien, on va reprendre, d'ailleurs, c'est avec une interview avec Elliot, complètement toutes les bases pour monter votre communauté. Et puis après, vous choisissez, vous le mettez en œuvre comme vous le souhaitez, ou alors vous pouvez participer être accompagné pour la formation. Ouais, de toute façon, je mettrai les liens juste en dessous, donc ce podcast et comme je le dis à chaque fois, je mets les liens juste en dessous. Mais si jamais vous écoutez cette interview ailleurs que sur la plateforme habituelle et qu'il n'y a pas les liens, eh ben démerdez-vous pour les trouver, bordel de merde. Bon, vous tapez Jean-Michel Cordius sur Internet, c'est pas trop difficile à trouver. Normalement, ça devrait le faire. Jean-Michel, merci encore. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas le plus important, la meilleure façon de bâtir votre univers, c'est de faire ce que vous aimez. Je vous dis à plus tard. Salut.